Bonsoir à tous. Bonsoir et merci d'être présents pour cette belle soirée débat autour des prairies de l'élevage et des filières d'excellence. Tout un programme. Je suis Fanny Agostini, présentatrice et journaliste TV. Je suis également cofondatrice de l'association Landestini, qui promeut la ruralité et qui a le plaisir de travailler avec beaucoup d'éleveurs, et notamment ici dans le Cantal, surtout du côté d'Aurillac. Alors, je suis très heureuse d'être en charge de l'animation de cette soirée pour deux raisons. Premièrement, ça me permet d'avoir une pensée pour mon grand-père, qui est un enfant du pays. Il est originaire d'un petit village qui s'appelle Allanche, que vous connaissez tous. Et puis, c'est vrai qu'il avait le plaisir de me raconter que quand il était petit, il se baignait dans la cascade des Verrines, qu'il allait pêcher l'écrevisse à pattes blanches et la truite fario dans les ruisseaux du bassin de la Lannion. Donc voilà, ça me fait penser à lui. Et puis ces récits de paysages notamment, ça me donne envie de les préserver et de contribuer à mon échelle à leur préservation, parce qu'ici dans le Cantal, on a des paysages exceptionnels, une naturalité exceptionnelle, mais il faut bien le dire, sous les feux croisés aujourd'hui de tout un tas de pressions, tout un tas de menaces. En premier lieu, on pourrait évoquer le changement climatique, mais aussi la pollution, l'injonction de produire toujours plus, les normes contraignantes. Et puis, dernièrement, l'actualité nous le rappelle, des pressions plutôt d'ordre géopolitique. Alors, tout porte à croire que des fermes au système économe et autonome sont clairement l'avenir. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'ici, dans le Cantal, on a clairement énormément d'atouts, plein de cartes à jouer. Le Cantal peut et doit tirer son épingle du jeu. Et c'est justement l'objet des discussions qu'on va avoir ce soir. Déjà, on va faire un inventaire des atouts du Cantal, et notamment de ces prairies naturelles, apparemment les plus grandes d'Europe, m'a-t-on dit. Et puis aussi, on va se poser les bonnes questions. Comment pérenniser des systèmes d'élevage vertueux pour les écosystèmes, pour la nature, mais avec l'humain peut-être au cœur de tout cela. Ne l'oublions pas. Comment créer, structurer des filières d'excellence pour préserver la nature au service des éleveurs, des habitants du territoire, et puis aussi des écosystèmes aquatiques. Parce que oui, il y a un lien. Il y a un lien avec tout, et ce soir, nous allons le rappeler. C'est pourquoi le cigale, d'ailleurs, est la cheville ouvrière de cette soirée. Et sans plus tarder, je pense que je vais accueillir sur scène Monsieur Didier Achalm, qui est président du cigale, qui est aussi vice-président du département du Cantal, président de la Comcom, et puis Monsieur le maire, évidemment, évidemment, qu'on attendait avec impatience. Mais non, Michel. Oh, merci de nous accueillir ici à Neussargues, vraiment. Merci beaucoup. Je vais vous donner un autre micro, pardon. Sinon, j'en aurai plus. C'est vous qui commandez, non? Allez-y. Voilà. Ça marche? Ouais. Bien, écoutez, je vous remercie d'être là. Je suis très, très fier de vous accueillir sur la commune de Neussargues-en-Pinatel. Neussargues-en-Pinatel est donc une commune nouvelle qui regroupe 5 communes historiques: Chavagnac, Chalinargues, Selles, Sainte-Anastasie et Neussargues-Bourg, qui s'appelait avant Neussargues-Moissac. C'est une commune qui fait 92 km², c'est une deuxième du Cantal. 1870 habitants, je n'ai pas encore les résultats du recensement, mais bon, c'est à peu près ça. Voilà, donc vous avez dit que vous connaissiez bien les prairies côté Aurillac, mais côté Neussargues, il y a ce qu'il faut aussi, surtout sur le plateau de Chalinargues, voilà, et Chalinargues, et puis même autour, hein, Chavagnac, tout ça. Donc sur Neussargues, aujourd'hui, il reste 3 agriculteurs. Et sur ce qui est le plus le plateau le plus exploité,
par les agriculteurs, c'est Chavagnac, Chalinargues et la Planaise, Celle. Voilà. Bien sûr, Sainte-Anastasie qui est limitrophe avec le Césalier. Voilà. En tout cas, moi je suis très fier de vous accueillir ce soir. Je suis en retard, je sais, mais bon. Mais vous êtes là. Oui, je suis là, ouais. Il faut se décaler un petit peu, on me fait signe, la technique. Bonsoir à tous. Merci Michel de ton mot d'introduction. Je crois qu'on peut être que flatté et fier d'accueillir Fanny Agostini ce soir pour animer ce débat. Merci Fanny. C'est moi qui suis flattée, merci de m'accueillir. Le président du CIGAL que je suis est aussi extrêmement heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence, ce débat. Alors ce soir, il n'y a pas de sachants d'un côté qui viennent enseigner et prodiguer la bonne parole. Il y a des témoignages sur lesquels on va rebondir et on va pouvoir discuter de pratiques. C'est un éclairage de pratiques qui nous viennent des autres départements. C'est une volonté voulue, hein, bien sûr, pour qu'on ait un éclairage différent. Et je pense que c'est dans cette appréciation-là qu'on peut apprécier ce débat, c'est-à-dire pouvoir échanger sur ce qui se fait ailleurs et tirer des enseignements et peut-être des richesses qu'on peut développer ensuite. Voilà. Et je pense que le rôle du CIGAL, ce n'est pas un rôle d'injonction et de vouloir faire à la place d'eux. Hein. Ce n'est pas non plus un rôle normatif, c'est un rôle d'accompagnement pour essayer de préserver la qualité de ce que nous avons ici, nos prairies, nos rivières et globalement notre environnement. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. On voit aussi que l'actualité provoque des bouleversements. Ce qui était un paradigme, je dirais, assez classique, peut changer. On voit aussi que la situation géopolitique et l'approvisionnement alimentaire va être un vrai problème dans les mois qui viennent. Je pense que là-dessus, il ne faut pas avoir d'attitude fermée. Peut-être qu'il faudra retrouver une agriculture qui soit productive en local et qui puisse alimenter la France comme on se doit, parce qu'on voit aussi qu'on est très dépendant. Le Covid nous a montré que nous étions sous dépendance étrangère pour la plupart des médicaments que nous développons, pour la plupart des outils. Mais il faut aussi qu'en agriculture, on ait une autonomie satisfaisante en France. Et donc, je pense que là, c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir pour l'avenir et peut-être une chance, d'ailleurs, pour tout le monde agricole à l'heure actuelle. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et de bons échanges. Merci à tous. Merci Didier. Et merci Monsieur le maire. Si vous voulez rester dans les débats, dans le panel de discussion, vraiment c'est à vous de voir. Mais restez avec nous jusqu'à la fin, s'il vous plaît, puisque les échanges et les débats vont être constructifs et passionnants. Avant cela, on va quand même poser un peu le cadre, quelques éléments de contexte. Et j'appelle le directeur du CIGAL, Guillaume Ponsonnaille, qui va nous faire gagner un hauteur de vue un petit peu sur ces sujets. On va faire avec vous un petit peu de géographie pour commencer. C'est vrai que intuitivement, on se dit qu'est-ce qu'un syndicat de l'eau vient mettre son nez dans un secteur d'activité qu'est l'élevage. De quoi je me mêle ? De quoi je me mêle, Guillaume ? Bonne introduction. Bonsoir à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je vais replacer quelques éléments de contexte géographique déjà, puisqu'ici, à Neussargues-Pinantel, au pied des volcans d'Auvergne, on n'imagine pas comme ça tout de suite, intuitivement, que dans un Cantal qui est largement orienté hydrographiquement du côté de la Dordogne, que la rivière Alagnon qui coule au milieu de ce village descend du côté de l'Allier, qui rejoint donc la Loire, et donc qui rejoint l'océan Atlantique à Nantes, alors que tout le reste des cours d'eau du département du Cantal descend du côté de Bordeaux. Quand on zoome un petit peu donc, sur ce territoire du bassin versant, qui fait à peu près 1000 km², le territoire du bassin de l'Alagnon, c'est sur ce territoire-là qu'il y a près de 30 ans, des collectivités se sont regroupées pour s'affranchir des limites administratives et travailler sur la qualité de l'eau. Et aujourd'hui, donc, on a 5 communautés de communes ou d'agglomérations sur 3 départements, 70% dans le Cantal, et puis après, on a une partie dans le Puy-de-Dôme et dans la Haute-Loire. Et ces collectivités, elles regroupent leurs forces, leurs moyens humains et financiers au sein du syndicat de gestion de l'Alagnon pour travailler sur les problématiques de qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Alors, du Lioran jusqu'au Saut du Loup, en passant par Neussargues, docteur, quel est le diagnostic sur la qualité de l'eau, son évolution au fil du temps et puis jusqu'à aujourd'hui ? C'est pas si rose que ça.
Enfin, rose, ça serait plutôt bleu, puisque la qualité de l'eau en France, elle est déterminée par des classes de qualité. En bleu, c'est les très bons, les cours d'eau en très bon état. Puis après, en vert, les bons, en moyen, en jaune, les moyens, orange médiocre et enfin rouge mauvais. Vous avez la carte du territoire et vous avez ces aplats de couleurs qui sont l'état des lieux très récent sur le bassin de la Lannion. Ben, vous voyez que sur un territoire en plein cœur du Cantal, ben, les cours d'eau en très bon état, il n'y en a plus. Alors c'est un petit peu contre-intuitif, et quand on a des images du département du Cantal, de la verdure partout, des usages a priori plutôt modérés, ben, finalement, il n'y a plus de cours d'eau en très bon état. Et on le voit comment. Alors, bien évidemment, il y a toute une batterie de suivis physico-chimiques qui sont parfois un petit peu compliqués pour le commun des mortels, mais il y a des choses beaucoup plus parlantes. Il y a les espèces qui vivent dans ces cours d'eau-là. Et ces espèces, dont certaines sont patrimoniales, qui donnent aussi une image de la Lannion qui a une valeur nationale, voire internationale, comme le saumon atlantique, qui était présent jusqu'à la fin du 19e siècle, comme l'ombre commun, qu'aiment les pêcheurs notamment, qui a une assignation génétique qui est quasiment unique en Europe sur ce territoire-là. Ben, ces espèces-là, on se rend compte qu'avec la pression du changement climatique que tu as abordé tout à l'heure, elles se réfugient de plus en plus dans les zones qui sont encore en bon état, qui sont globalement sur la partie ouest. Des espèces que vous connaissez, je pense, pour la plupart, c'est par exemple l'écrevisse à pied blanc. L'écrevisse à pied blanc, on la retrouve uniquement dans des petits cours d'eau qui sont dans les zones les plus montagneuses. Donc tout ça, c'est un signe. Ce n'est pas un signe que pour les espèces, le cigale ne se bat pas pour les espèces en tant que telles. C'est un marqueur pour nous tous, puisque quand ces espèces disparaissent, il y a un problème sur la quantité d'eau et ou sur la qualité. Quand il y a un problème sur la quantité et sur la qualité, il y a forcément un problème tôt ou tard sur les usages. Pour les industriels, pour les agriculteurs, pour les producteurs d'eau potable. Et quand il y a des difficultés là-dedans, tôt ou tard, il y a des points de tension. Les exemples qu'on connaît tous, c'est l'été, quand il manque de l'eau, il y a des arrêtés sécheresse, des limitations, mais quand il n'y en a presque plus, qui se sert le premier ? De l'eau pour les vaches, pour les humains, pour l'industrie qui nourrit des emplois. Donc ça amène des points de tension assez importants. Et ces espèces-là, elles reflètent en fait les difficultés des milieux aquatiques à répondre à la diversité des usages. Ce soir, Guillaume, vous attirez notre attention sur les prairies. Parce que oui, il y a un lien entre la vache et la truite. Oui, c'est comme ça qu'on peut le tourner, effectivement. Il y a un lien entre la vache et la truite. Le bassin de la Lannion, c'est 50% de son territoire, c'est des surfaces agricoles. Comment on peut travailler sur la qualité de l'eau et de l'environnement sans aller parler aux agriculteurs? Donc c'est ce qu'on fait, évidemment, Cigale. Pas seulement, on travaille avec l'intégralité des usagers, on travaille avec les producteurs d'eau potable, avec les mairies pour les stations d'épuration, avec les agriculteurs, avec les industriels, etc., etc. Le Cigale, il est là pour travailler avec tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour chercher des coupables, mais il est là pour chercher des solutions. Si on avait quelque chose, comme disait Monsieur le Président tout à l'heure, de très directif, de très normatif, ça ferait un moment qu'on n'existerait plus, alors que ça fait presque 30 ans que le Cigale existe. Donc du coup, on travaille avec tout le monde. Et quand on se penche un petit peu sur tout ce qui est lié à l'usage agricole, évidemment, on travaille à des endroits pour apporter des corrections quand il y a des difficultés. On travaille avec les agriculteurs pour mettre en place des points d'abreuvement, pour essayer de régler des problèmes de piétinement bovin, pour essayer que les agriculteurs puissent travailler autour des milieux humides, les narces, les tourbières, les marais, de manière à ce que l'usage et le milieu se trouvent un parfait équilibre. Ça, c'est quand il faut amener du correctif. Mais il y a des choses qui vont très bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des cours d'eau en bon état, avec des populations d'écrevisses à pied blanc. Mais ça évolue. Et ces choses qui vont très bien, sur les secteurs les plus à l'ouest notamment, il y a une partie qui est très naturelle. C'est aussi les territoires qui sont naturellement les plus arrosés. Il pleut plus à Murat qu'à Massiac, c'est un fait. Donc c'est une chance pour les cours d'eau. Il y a la couverture géologique. La couverture volcanique est une véritable protection pour les cours d'eau, pour toutes les nappes, ça on le sait. Mais il y a des choses qui sont vraiment 100% liées à l'homme. Les usages et les pratiques souvent multiséculaires, on va en parler tout à l'heure, et notamment l'occupation du sol agricole avec les prairies naturelles. Il n'y a pas de mystère, quand on regarde les zones où on a justement les zones les plus en altitude, avec la pluvio, la couverture volcanique et ces usages et ces pratiques agricoles qui vont être décrites tout à l'heure, c'est là où on a les espèces encore qui se réfugient. Donc on se dit que c'est des milieux et des fonctionnements à préserver. Voilà, donc on cherche à encourager ça. Et on pense, bien humblement, au Cigale, qu'on est capable de créer un cercle vertueux qui récompense la totalité des acteurs par rapport à leurs usages actuels, mais du tout au tout. On n'est pas là pour mettre des gens sous perfusion ou pour avoir des choses très directives et avoir des contraintes, mais il y a peut-être quelque chose à imaginer pour ce qui est une force. Pour nous, on considère que c'est une force. Vous verrez tout à l'heure dans les différents exemples que c'est une véritable force. Et puis ça peut se traduire sur le terrain par un cercle vertueux, un process qui s'auto-alimente et qui permettent justement de l'auto-entretenir pour qu'on ait à la fois un développement et une maîtrise de la qualité environnementale,
un développement économique et une vraie valeur sociale sur le territoire. Et pour le Sigal, en tout cas, la notion de développement durable, qui est souvent galvaudée, je peux me permettre de le dire, mais pour nous, elle s'inscrit complètement dans cette logique-là, en fait. Et dans une logique de modernité. Exactement. Il n'y a pas plus moderne. Il y a un agriculteur qui n'est pas très loin d'ici, un jour, qui m'a dit, tu sais, on est passé pendant 40 ans, vous me passerez l'expression, pour des ploucs, on était en retard par rapport à des modèles agricoles, etc. Il dit, mais là, je sens que depuis quelque temps, on a un coup d'avance sur les autres, en fait. C'est très bien. Merci Guillaume, merci beaucoup. Eh bien, modernité, autonomie, prairies naturelles, filière à haute valeur ajoutée, ce seront un peu les mots-clés, les fils conducteurs de cette soirée. On va commencer sans plus tarder cette première table ronde avec des panélistes, des invités qui ne mâchent pas leurs mots, qui vont nous éclairer de leur expérience et de leur expertise. Certains viennent de loin. On aura des femmes, mais plutôt dans la seconde table ronde. Tout d'abord, j'appelle Pierre-Marie Le Hénaf, qui est botaniste au Conservatoire national du Massif central, c'est ça? Nous avons également Cyril Besset, qui représente l'agence de l'eau Loire-Bretagne. On l'applaudit. Et puis, Bruno Gourdon, qui nous vient du Puy-de-Dôme. Hein, Pierre-Marie, toi, c'est la Bretagne, à l'origine. Et la Haute-Loire depuis peu. Bruno Gourdon du Puy-de-Dôme est président d'Éleveurs Autrement. Merci, messieurs. Je vais donner la parole premièrement à Cyril Besset, puisqu'on va rappeler quel est le rôle de l'agence de l'eau, quel est votre périmètre d'action. En gros, c'est quoi un bassin versant? Voilà, vous allez nous expliquer tout ça. Oui, merci. Merci d'abord au Sigal de nous donner la parole. Donc, l'Agence de l'eau, c'est un établissement public de l'État qui est en charge d'essayer d'améliorer la qualité des ressources en eau et des milieux aquatiques. Donc, on intervient en accompagnant les acteurs locaux pour construire des politiques partagées en faveur de la restauration des milieux aquatiques. Et donc, on accompagne le Sigal, où on a un territoire sur un SAGE, un contrat territorial. Et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, donc Guillaume l'a présenté tout à l'heure, c'est un grand bassin versant. Et donc, c'est un point important, c'est le fait que la ressource en eau, elle soit unique. Et donc, on doit la partager. Effectivement, alors je vais vous parler peut-être un peu de physique et de chimie. L'eau, quand on parle de l'eau, les premiers éléments, c'est que physiquement, elle se trouve sous différents états. Et donc, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau, les nuages, la pluie, le ruissellement, les lacs, les rivières, l'océan. Et donc, on a le cycle qui est important. Et donc, en fait, le bassin versant, c'est là où tombe l'eau. Elle ruisselle au même endroit. Et donc, c'est ce qu'on appelle un bassin versant. C'est un peu un système de poupée russe. L'Alagnon se jette dans l'Allier. Donc, on est sur le bassin versant de l'Allier. L'Allier se jette dans le bassin versant de la Loire. Et donc, l'eau étant unique, on a besoin de la partager. Et puis l'autre point important également en parlant de chimie, en fait, c'est que l'eau est un excellent solvant. Et donc lorsqu'elle va ruisseler ou s'infiltrer dans les sols du bassin versant, elle va se charger en certains éléments. Donc c'est ce qui peut faire sa force, notamment sur les eaux minérales ou les eaux thermales, puisque ce sont des eaux qui sont chargées en éléments minéraux. Mais c'est également ce qui fait sa faiblesse, puisque ça peut représenter des sources de pollution. Et donc, on va retrouver au niveau des cours d'eau. Et là, on va retrouver, l'eau est également un milieu de vie, Guillaume l'a également rappelé, notamment vis-à-vis des espèces patrimoniales, et qui ont besoin d'avoir une eau de qualité en bon état, de façon à vivre. Et ensuite, cette eau permet de satisfaire tous les usages. On dit pour le SDAGE Loire-Bretagne une eau en quantité et en qualité suffisante de façon à permettre tous ces usages autour du bassin versant. Vous êtes en train de nous dire, Cyril, que l'occupation des sols a une incidence directe sur la qualité de l'eau, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est vraiment la qualité de l'eau, elle est dépendante de l'occupation des sols. L'occupation des sols, l'aménagement du territoire, on peut déterminer 3 grands types d'occupation du sol. La première, c'est le milieu urbain, où là, on a souvent des surfaces imperméabilisées, et l'eau va ruisseler et collecter tout ce qu'elle rencontre, en fait. Ensuite, on a les milieux forestiers qui, pour la qualité de l'eau, sont des excellents milieux. Et puis, les surfaces agricoles. Et parmi les surfaces agricoles, les prairies vont avoir un grand intérêt parce que ça va nous permettre d'avoir une qualité d'eau en bon état. Et là, sur le bassin de l'Alagnon, c'est principalement de la prairie.
Oui, alors je crois qu'il y a 50% de SAU qui est en agricole et 80% sur de la prairie. Et ça, c'est inédit. Et donc, alors c'est effectivement au niveau du bassin Loire-Bretagne, on est plutôt sur de l'amont et donc sur des zones d'élevage où on a de la prairie et ça permet d'avoir des eaux de qualité. Si on voit les cartes plus en aval, les cartes de qualité que Guillaume a présentées, on va plutôt aller vers le jaune, l'orange. Et effectivement, le territoire de la Lannion est préservé de ce point-là. Et donc l'intérêt, c'est de maintenir ces prairies-là. Et donc le rôle de l'Agence de l'eau, c'est aussi d'accompagner les acteurs locaux pour essayer de pérenniser ces structures de prairies et d'occupation du sol qui sont favorables à la qualité de l'eau. Pierre-Marie, avec vous, on va essayer de comprendre ce qu'est une prairie naturelle, tout simplement. Prenez un micro, je vous en prie. Vous, de votre point de vue de botaniste, ici dans le Cantal, on est sur les plus grandes prairies naturelles d'Europe, rien que ça, donc c'est pas rien. Mais pour comprendre avec vous ce qu'est vraiment une prairie naturelle, on va regarder dans le rétro et on va remonter jusqu'à la dernière glaciation, finalement jusqu'à l'époque des mammouths. C'est ça, on va essayer de faire très rapidement. Déjà, vous rappeler quelques éléments et vous mettre une carte du Massif central, parce que je crois que cette identité Massif central, on la travaille peu. Mais en fait, c'est quand même une vraie cohérence d'un point de vue de la végétation du Limousin jusqu'à la vallée du Rhône. Donc je pense que cette carte vous parle pas trop, parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir. C'est juste pour vous montrer le Cantal, c'est en plein milieu. On dirait un peu la Corse déformée, hein? Non? C'est vrai, hein? Ouais. Un peu. Avec Bastia en haut, là, non? C'est ça, je ne me prononcerai pas. Mais en tout cas, voilà, ce qui me semble important de rappeler très rapidement, c'est que le Massif central, à l'échelle européenne, c'est un territoire qui est reconnu en fait, à l'échelle européenne pour notamment son caractère exceptionnel en termes de prairies naturelles. Donc, juste rappeler qu'elles occupent 40% du Massif central. Donc on l'a dit, sur le Cantal, c'est 90%, donc on voit bien la position centrale du Cantal. Vous dire que globalement, on reconnaît sur l'Auvergne plus de 80 types de prairies, donc je ne vais pas du tout vous faire une présentation là-dessus, mais avec des collègues de l'INRA, des chambres, on a travaillé sur des typologies de prairies. Et donc l'idée, c'est pas de dire qu'il y a une prairie idéale, celle du botaniste pleine de fleurs, non, c'est qu'il y a des types de prairies qui ont tous leur place dans un système d'exploitation agricole. Vous donner quelques chiffres, c'est qu'on avait fait un diagnostic sur 43 exploitations agricoles du Massif central, qu'on y avait, voilà, pour vous donner des ordres de grandeur, reconnus 864 plantes. Vous dire aussi que sur le Massif central, on reconnaît aujourd'hui près de 5300 espèces de plantes différentes. Voilà, c'est pour vous dire que la biodiversité, elle est à nos pieds, elle est sous nos yeux, c'est notre environnement. Et puis peut-être retenir aussi, et c'est un peu mon fer de lance, c'est de dire que le Massif central, c'est la plus grande prairie d'Europe. Donc, pour les paysans qui sont dans la salle, moi quand j'étais petit, mon grand-père il m'emmenait aux formations de Monsieur Pochon qui se battait en Bretagne pour une agriculture paysanne basée sur l'élevage à l'herbe. Et puis la Bretagne, elle n'a pas forcément suivi ce modèle de l'élevage à l'herbe. Et du coup, moi je suis remonté le long du bassin versant jusqu'à ce que je trouve de belles prairies. Voilà. Alors vous dire que quand même, j'aime bien ce terme d'héritage de la steppe à mammouth. C'est de vous dire que en fait, ces prairies, c'est pas là par hasard. On a souvent peu conscience de ce qu'on a chez nous. On reconnaît toujours la qualité qu'il y a à l'extérieur, qu'elle soit culturelle, linguistique. Mais en fait, ici, il y a une vraie diversité. Et c'est vous dire qu'en fait, cet écosystème de prairies, en fait, c'est un des plus menacés à l'échelle mondiale, et qu'il est en fait issu des grands troupeaux d'herbivores en fait qui parcouraient l'Europe jusqu'à la dernière glaciation. Alors là aussi, je pourrais vous faire une présentation de 3 heures là-dessus. C'est très intéressant. On va essayer de faire très très vite. Le micro bien sous le menton. D'accord, je suis désolé. Mais j'aime pas le micro. Mais c'est pour qu'on t'entende. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est juste vous dire que en fait, nos vaches ici, elles consomment exactement ce que mangeaient les mammouths, les aurochs il y a 10 000 ans, et que du coup, ces espèces, elles sont pas du tout apparues avec l'agriculture, qu'elles étaient là depuis très longtemps. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, on est capable de, quand on retrouve un mammouth mort, de savoir ce qu'il mangeait, parce que grâce à l'ADN, et que en fait, c'est intéressant de savoir qu'il mangeait les mêmes plantes, sauf que, et ça, c'est important à retenir, c'est qu'en fait, il mangeait essentiellement des plantes à fleurs, des dicotylédones, et qu'en fait les graminées, elles étaient globalement très peu présentes. Et on va dire l'arrivée très forte des graminées, cette image qu'on a de la prairie dominée par des graminées, c'est vraiment lié au développement du pastoralisme humain et du remplacement de ces grands troupeaux par des troupeaux domestiques. Donc tu es en train de nous dire là que les prairies naturelles, qu'on qualifie de naturelles aujourd'hui, sont un héritage paysan. C'est vraiment façonné par l'homme, c'est pas un délire de
bobos, je dirais, qui voudraient mettre sous cloche finalement quelque chose d'originel. Là, on est sur vraiment un héritage humain, un héritage paysan. Ben voilà, moi c'est en tout cas ma présentation que je fais. Du coup aujourd'hui j'accompagne pas mal de groupes d'agriculteurs sur le Massif central et c'est ça, c'est effectivement de changer de regard et de comprendre c'est quoi une prairie. Et parce qu'une prairie naturelle, et ben voilà, c'est un héritage paysan. Et comme je disais souvent aux paysans que j'accompagne, moi quand je suis arrivé de Bretagne dans ce territoire-là, je me suis dit, ouais, mais là on a vraiment des paysans qui ont pris conscience de la richesse de leur prairie, qui les défendent, qui ont fait des AOP, etc. Puis bon, après j'ai découvert le contenu de certains cahiers des charges d'AOP. J'ai découvert que l'évolution de la flore en 10 ans, elle n'était pas si exceptionnelle que ça. Et donc je me suis dit, en fait, cet héritage, il n'est pas du tout assumé. Il est lié à un contexte historique de climat de montagne et puis aussi à une certaine résistance des paysans de montagne. Comme disent certains agriculteurs sur le Mézin, si on avait écouté ce qu'on nous disait de faire dans les années 60, on ne serait plus là. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté historique du monde paysan de montagne qui a résisté, entre guillemets, ou du moins qui était moins ouvert à ces révolutions-là. Et effectivement, c'est de dire que ces prairies, c'est un héritage culturel, patrimonial, naturel et humain. Les espèces, elles sont naturelles, elles étaient là. Mais les assemblages de plantes qu'on observe, ils sont vraiment liés aux pratiques. Et qu'effectivement, une prairie naturelle, c'est un outil paysan. Alors certes, ça peut faire plaisir à des botanistes ou à des scientifiques qui les étudient, mais c'est avant tout un outil de travail paysan qui coûte pas cher, qui a d'énormes qualités. C'est pareil, on va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais en tout cas, c'est des aspects qui sont de plus en plus travaillés aujourd'hui. Et je pense que c'est important de marteler ce message, c'est-à-dire que cet héritage paysan qui était commun à toute la France, à toutes les régions de France, devient une exception. Et j'ai envie de dire que le Massif central est l'exception. Pas en totalité, mais une grande partie. C'est-à-dire que la spécificité du Massif central, si on compare aux Alpes et aux Pyrénées, c'est que dans les Alpes et les Pyrénées, on a des vallées, puis on monte très très vite en altitude, il y a très très vite plus beaucoup de sol, et donc très très vite plus beaucoup de végétation, et que la particularité du Massif central, effectivement, c'est l'étendue de ces prairies. Du coup, pour finir sur une note pas négative, mais en tout cas, c'est dire qu'aujourd'hui, on a un modèle général d'augmentation de la fertilité des sols. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que cette augmentation généralisée, elle n'est pas forcément que due aux activités agricoles. Ce que je dis toujours aussi aux paysans, c'est aujourd'hui on estime à peu près à 30 unités d'azote atmosphérique qui se déposent du fait des activités industrielles et de la circulation automobile. Donc c'est à prendre en compte. Quand on fait un bilan de fertilisation, on ne se dit jamais j'ai déjà 30 unités d'azote gratos fournies par l'automobile et l'industrie. Et ça, c'est quand même des choses qui à terme, en fait, impactent les prairies. Donc globalement, c'est vrai qu'on a une diminution de la diversité des prairies. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout va mal sur le Massif central, bien au contraire, mais je crois qu'on a une époque charnière où soit on suit le modèle breton avec le contexte que vous avez rappelé en introduction d'augmentation, tout va augmenter. Donc voilà, les aliments vont augmenter, le gasoil va augmenter, et que finalement ces prairies naturelles, elles ont peut-être une place vraiment centrale dans le fonctionnement de nos exploitations agricoles. Bruno Gourdon, président d'Éleveurs Autrement. Alors, écoutez bien Bruno, parce que ton histoire, elle est quand même à la fois touchante et impactante. Bruno, il a failli tout arrêter au moment de la crise du lait, faut bien le dire. Il a failli jeter l'éponge, même pire que ça. Et au final, c'est là où l'histoire devient très intéressante, c'est que tu as changé tout, absolument tout. Aujourd'hui, tu dis que tu es un paysan heureux, tu es vachement heureuse, et puis, c'est pas seulement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu intègres vraiment la vie du sol, donc tes prairies, dans la conduite de ta ferme. Explique-nous un peu tout ça. Ah, mais je suis là jusqu'à demain. Alors, oui, effectivement. Alors, pour faire simple, je suis issu du milieu agricole. Mes parents sont agriculteurs. J'ai suivi un cursus scolaire habituel, BEPA à l'époque, puisqu'on me disait que je pouvais m'installer avec le BEPA. Et puis après, on m'a dit, non, tu es juste après, donc il faut que tu fasses un bac pro. Et puis, comme j'avais un peu de temps, je suis allé faire un petit BTS en comptabilité. Et puis, comme j'avais encore un peu de temps, je suis parti travailler quelques années au Crédit Agricole. Et comme j'avais un peu de temps, j'ai pensé à faire mon armée au milieu. Et puis, j'ai rencontré une charmante dame qui m'a proposé tout, dont sa ferme. J'ai cherché la femme avant la ferme.
J'apprécie, je lui fais une grosse bise, elle est là ce soir. Voilà. Donc je me suis installé chez mes beaux-parents et j'ai appliqué tout ce que j'avais appris et ce que mon père faisait aussi. Donc je suis rentré dans un système d'agriculture conventionnelle pure, donc très poussé sur la génétique, la production laitière. Donc j'habite à L'Accueil sur 1000 mètres d'altitude où je faisais une petite ferme avec des vaches qui produisaient 10 000 litres de lait. Parce qu'en dessous de 10 000 litres de lait, on était considéré comme un mauvais laitier. Voilà, enfin, c'était comme ça qu'on m'avait appris les choses. Et puis 2009, pour ceux qui ont vécu ça, j'ai fait partie de ce que j'ai appelé ces abrutis. Puis ça sera à refaire, je le referai sur le même plan. J'ai fait partie de ces abrutis qui ont pris leur tracteur et leur épandeur pour écarter mon lait dans des champs pour contester le prix du litre de lait qui chutait complètement, les prix qui augmentaient. Voilà. Donc là, oui, effectivement, il y a eu la décision de soit de tout arrêter, ou alors, si je continuais, je le faisais autrement. Et là, ça a été, quand vous cumulez ça avec la crise de la quarantaine, ça fait quelque chose d'un peu explosif. Et c'est de là que je me suis dit, mais faire autrement, je veux bien, parce que la laiterie me proposait, parce qu'elle m'avait entendu gueuler un petit peu, elle me proposait de passer en bio. Moi, je veux bien passer en bio, mais je ne sais pas faire, on ne m'a pas appris. Mes parents n'ont jamais fait de bio, je n'ai jamais fait de bio non plus. L'école ne m'a jamais appris. Et bien là, c'est là qu'il faut prendre la décision de dire, on prend son bâton de pèlerin et puis on va parcourir un peu les campagnes à droite à gauche, chercher des gens qui proposent des formations alternatives. L'agriculture ne proposait pas ça, elle ne propose quasiment pas ça non plus. On commence à le voir arriver, mais tout doucement. Et donc j'ai fait tout un tas de formations, je vous expliquerai même pas ce que j'ai fait, parce que c'est des fois, je vais se demander si on n'est pas cinglé des moments. Mais bon, tout en état de cause, l'avantage que j'ai eu à faire toutes ces formations, c'est que j'ai rencontré d'autres éleveurs qui étaient dans la même idée que moi, qui avaient la même problématique. Et en fait, on a fait un groupe. Et ce groupe d'éleveurs, aujourd'hui, existe sous le terme d'une association qui s'appelle Éleveurs Autrement. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que tout ce qu'on appelle méthode alternative, on l'a ramené au goût du jour dans nos fermes. Parce qu'on s'est aperçu qu'on nous a... On nous explique tout un tas de choses, soigner des vaches par huile essentielle, tout ce que vous voulez. Mais aller l'appliquer dans une ferme, c'est hyper compliqué. Quand on vous dit qu'il faut mettre 5 gouttes sur le front de la vache 7 fois par jour, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Quand vous avez une vache, ça va. Quand il y en a 60-70 dans le troupeau, ça passe à la trappe. Et puis comme les huiles essentielles coûtent aussi cher que les antibiotiques et les anti-inflammatoires, de l'autre côté, vous avez la seringue, vous piquez la vache, ça dure 48 heures, vous y revenez au bout de 48 heures ou 24 heures. C'est quand même moins pénible, ça ne coûte pas plus cher. Certes, on fait de l'antibiorésistance, mais voilà, l'idée c'était ça, c'était dire, ok, c'est bien ce que vous me proposez, mais si je ne peux pas l'appliquer sur ma ferme, je fais quoi? Donc nous, on a repris tout ça, tout ce qui était pour nous invivable sur une ferme, en méthode alternative, on a éjecté. Et on a gardé tout ce qui nous semblait raisonnable pour un éleveur. On est parti sur 5 critères qui sont très simples. Le premier, c'est est-ce que c'est compréhensible pour l'éleveur? 2, dans sa mise en place, est-ce que c'est possible de faire? Est-ce que ça ne lui prend pas trop de temps? 3, en termes de coût, est-ce que ça lui coûte moins cher qu'une méthode dite conventionnelle? 4, on va noter l'efficacité. Nous, on estime qu'une méthode alternative qui est inefficace en dessous de 75%, elle ne vaut pas le coup d'être vécue. Et 5, est-ce que la méthode rentre dans un système résilient de la ferme? Voilà. Et là, la prairie a tout son sens. La prairie a tout son sens. Alors si on fait, comment on appelle ça? Une coupe, attends, je l'avais noté quelque part. Un profil de sol. Si on fait un profil de sol dans ta prairie, qu'est-ce qu'on voit? On voit plein de choses. Déjà, on s'aperçoit que la terre, c'est vivant. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais appris. Le sol, c'est vivant. Et nous, on a été jusqu'à comparer la vie d'un sol avec la vie d'une panse d'une vache. Figurez-vous que dans le sol, on retrouve les mêmes protozoaires, les mêmes micro-organismes que l'on peut avoir dans une vache. Quand on nourrit une vache, on ne nourrit pas la vache, on nourrit la panse. Dans la panse, ces micro-organismes vont détériorer l'alimentation qu'on va donner, qui va nourrir la vache. C'est une vie en symbiose. Et bien, quand on nourrit une prairie, quand on écarte de l'engrais, on a la sensation qu'on veut nourrir son herbe, mais en fait, c'est faux. C'est là où on se plante, sur tout le long de la ligne. Il faut nourrir la vie du sol. Quand vous nourrissez la vie du sol, vous nourrissez votre prairie et vous nourrissez la biodiversité et les différentes plantes que vous pouvez trouver dans votre champ. Question très simple. Qu'est-ce qu'elle a besoin de manger, une vache? De l'herbe. Une vache a besoin de manger de l'herbe, mais je dirais que
Là où il faut qu'on fasse attention, c'est qu'effectivement, il faut des belles prairies, je suis le premier à le dire, mais il faut que ces prairies conviennent à l'animal. Donc on ne peut pas parler, pour moi en tout cas, on ne peut pas parler de prairie si on ne parle pas animal. Les deux sont communs et vivent ensemble, et il faut l'un pour faire vivre l'autre, et il faut l'autre pour faire vivre l'un. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une prairie, on va beaucoup vous parler de fleurs et de graminées. Moi, je rajouterai la légumineuse. Pour moi, une prairie qui fonctionne bien et qui fonctionne en autonomie totale, c'est une prairie où on va trouver au minima 30% de légumineuses, 70% de graminées, plus les autres conifères, fleurs qu'on peut retrouver en plus. Mais l'équilibre graminées-légumineuses doit être sur un rapport à peu près de 70-30. Et ce qui est étonnant, c'est que quand vous êtes dans ce système-là, votre prairie, elle est autonome. C'est-à-dire que tous les apports d'engrais que vous allez faire serviront à rien. Même les apports matières organiques que vous allez amener de votre ferme n'auront pas forcément une utilité très importante dans les rendements. Vous pouvez faire aujourd'hui, moi je suis à 1000 mètres d'altitude, tous mes rendements ne descendent jamais en dessous de 7,5 tonnes de matière sèche à hectare. Pour les éleveurs qui sont dans la salle, ça va vous parler. Je ne mets pas d'engrais, je n'ai que du lisier à ma disposition. Il faut savoir qu'une vache, quand on va prendre sa ration, si on veut une ration optimum, il faut 70% de graminées, 30% de légumineuses pour avoir la partie protéine qui va être nécessaire à la production de lait ou de viande. On est sur les mêmes équilibres quand on parle de vache que quand on parle de prairie. Le regard du botaniste, Pierre-Marie, même question. Elle a besoin de quoi, la vache ? Alors moi, je ne vais pas répondre sur ce qu'a besoin de la vache. Par contre, je vais juste apporter un petit complément sur justement de ce qu'il faut comprendre de la diversité des prairies et notamment des plantes diverses, c'est que les plantes, elles ont différentes stratégies de vie. J'ai envie de dire, c'est comme nous, on court à différentes vitesses, il y en a des grands, des petits, etc. Et que les plantes, c'est pareil. Et donc, il y a des plantes qui sont, on va dire, très précoces, très productives. Le modèle de base, c'est la régras anglais que les semenciers savent très bien vendre. Mais que ça, c'est une plante qui est très feignante, qui capte très peu les éléments du sol en termes d'oligo-éléments, etc. Et ce qui est important de comprendre dans ce qui fait la valeur d'un foin, c'est en fait, c'est à la fois le sol, et c'est là où la richesse du Cantal, c'est vos sols volcaniques, parce que c'est très riche en magnésium, en calcium, mais que pour extraire les oligo-éléments et les ions du sol, eh ben, il faut toute une diversité de plantes qui ont chacune des compétences, on va dire, différentes pour extraire ces éléments du sol. Et ça, les paysans, ils le savent très bien, et notamment par rapport au sol volcanique, des gens qui ont des terrains sur granit et des gens qui ont des terrains sur volcan sont capables de vous témoigner que le résultat, autant qu'elle est, il n'a rien à voir en termes de taux protéique et même de volume de lait produit. Donc voilà, donc on voit bien, ça rejoint le sol. Voilà, ça dépend, ça c'est des recueils de personnes. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que cette diversité, au-delà de ce qu'a besoin de manger la vache, c'est que c'est cette diversité de plantes et de prairies qui permet en fait d'être ce qu'on appelle résilient, dans le sens où ces différents types de prairies, d'en avoir des précoces, des tardives, ça permet qu'en fonction de l'année météo qu'on a, d'avoir toujours des prairies qui s'en sortent bien. On a bien compris, l'importance c'est la diversité. En quoi les prairies temporaires monospécifiques ont montré ou sont en train de montrer leurs limites, notamment face au changement climatique ? Alors du coup, je ne veux pas du tout faire une critique gratuite des prairies temporaires qui peuvent avoir leur utilité dans une ferme, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre par rapport au réchauffement climatique, c'est que tout ce qui a été sélectionné par les semenciers, c'était dans un contexte climatique, dans un contexte d'utilisation d'engrais qui était un monde que nous n'allons plus connaître demain, et qu'effectivement aujourd'hui le coût de production de l'herbe sur une prairie temporaire, jusqu'à aujourd'hui il y avait une valorisation économique, mais c'est des pratiques, c'est vrai, qui risquent d'être de moins en moins rentables. Encore une fois, on a le droit d'avoir des prairies temporaires sur son exploitation agricole, il n'y a pas de souci, mais voilà, quand on voit l'expansion qu'elles peuvent prendre, et puis on ne parlera pas du maïs ici, c'est de rappeler qu'une prairie naturelle, faut voir ce qu'elle coûte. Et c'est peut-être par rapport à ce que Bruno disait, moi aussi quand j'étais en lycée agricole, je me disais mais c'est dingue quoi, on va nous apprendre toutes les variétés de blé du monde, et par contre on n'a jamais d'études économiques sur qu'est-ce que produit et rapporte une prairie naturelle par rapport à une prairie temporaire ou un système maïs. Et c'est là tout l'enjeu sur le Massif central aujourd'hui, c'est de montrer que ces systèmes-là, ils ont une réalité économique qui est effective, quoi. Mais en quoi, effectivement, ces prairies naturelles, elles ont une force, une résistance face aux aléas climatiques, et notamment quand il y a des coups de chaud ?
Oui, alors là aussi, je pourrais en parler une journée entière. C'est que rapidement, si vous voulez, les espèces des sols riches qui répondent très bien à la fertilisation, c'est des espèces qui historiquement poussent dans les zones fraîches. Et typiquement le régras anglais, en dehors de fertilisation agricole, vous voyez bien que vous n'avez pas de régras dans les estives du Cantal. Et ben, dans une prairie de fauche à 1000 mètres ou dans une prairie pâturée, historiquement, on n'avait pas de régras jusqu'à ce qu'on amène la fertilisation. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, plus on monte en fertilisation, plus on est sensible aux coups de sécheresse. Donc après, ça c'est le système aveyronais, vous le connaissez tous, mais je veux dire, on en arrive à des systèmes en prairie temporaire, en climat sec sur le Massif central, où on arrive à devoir ressemer tous les ans, puisqu'on a des espèces qui ne sont pas capables de passer la sécheresse. Et j'ai envie de dire, le meilleur argument de défense de la prairie naturelle, c'est quand même les sécheresses de 2019 et 2020, où quand même en septembre 2020, le plateau du Césalier avait une sale tête quand même, avec beaucoup d'inquiétudes, et on voit bien que quand même ces prairies naturelles, elles sont quand même revenues quand même. Bruno, toi, face aux pires sécheresses, comment se sont comportées tes prairies? Très bien. J'ai pas subi la sécheresse, si ce n'est les coups de chaleur qu'ont subi mes vaches ou moi-même. Sur mes prairies, en toute honnêteté, j'ai pas eu de chute de rendement. À aucun moment, j'ai manqué de fourrage. Les rendements sont restés stables à ce qu'ils étaient avant, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail qui date maintenant de 12 ans sur mes prairies. Et ce travail-là a amené mes prairies à devenir beaucoup plus résilientes à des problématiques climatiques qui peuvent être d'ordre humide comme sèche. Ça veut dire qu'il faut faire bosser sa prairie. Je pense qu'on a perdu cette notion-là de travail de prairie, mais de la travailler d'une manière qui va dans son sens et qui va aussi dans le sens des animaux. C'est-à-dire que je pense que tout ce qu'on nous a appris, par exemple, sur les apports, qu'ils soient engrais ou lisiers au printemps, c'est une erreur technique, pour moi, agronomique, dans le sens où à ce moment-là, faut bien vous dire une chose, c'est quand une prairie pousse et qu'elle va vous faire 5 tonnes de matière sèche sur une première coupe, vous allez aussi créer 5 tonnes de matière sèche en racines. C'est-à-dire qu'elle produit autant dessus que dessous. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient à la cantine à l'époque, quand on vous propose des plats devant vous pour manger, vous faites un pas en avant, vous mangez. Quand vous amenez vos engrais, vos lisiers au printemps, et ben la racine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se développer dans un endroit, dans un milieu où elle va trouver tous les nutriments qu'elle a, et surtout les nutriments qui sont rapides et rapidement assimilables, les azotes ammoniacales, pardon. Et donc là, le système racinaire va se développer, mais il ne va pas se développer en profondeur parce que c'est compliqué pour une racine de creuser et de descendre en profondeur. Donc elle va se développer en surface. Et je vous invite tous à prendre une bêche chez vous. C'était un peu la question que tu me posais tout à l'heure, que j'ai détourné légèrement. Prenez une bêche et regardez votre tapis de racines dans vos prairies permanentes. Et vous verrez que généralement, les tapis de racines, c'est 7, 8, 9 cm. Juste petit rappel, un dactyle, le système racinaire doit descendre au minima à 25 cm de profondeur. Tout simplement pour aller chercher l'eau, pour aller chercher les nutriments? Tout à fait. Déjà, d'une, les racines vont avoir cette particularité, c'est qu'elles vont creuser la terre, elles vont l'aérer. L'aération, on va revenir un petit peu, parce que pour ceux qui ont des éléments techniques sur la digestion d'une vache, dans les micro-organismes, vous avez 2 types de micro-organismes que vous retrouvez dans la vache comme dans le sol. On a des micro-organismes qui sont aérobiques, donc il leur faut de l'air, et des micro-organismes qui sont anaérobiques, sur lesquels il ne faut pas d'air. Donc ça, c'est juste pour penser que la partie supérieure du sol, c'est des micro-organismes aérobiques, en dessous, anaérobiques. Quid quand on passe le labour et qu'on remonte et qu'on inverse la tendance? Vous mettez des micro-organismes en surface qui sont anaérobiques et vous les mettez en plein air, vous les tuez. Et ceux qui ont besoin d'air, vous les mettez au fond et vous les tuez aussi. Résultat des courses, vous perdez en valeur sur vos forages, sur vos terres. Pardon. Donc la racine, elle a plusieurs intérêts. Creuser le sol, aérer le sol, de manière à ce que la vie du sol se fasse et elle ait son efficacité. Vous amenez de la matière organique, il faut que cette matière organique, elle évolue. Pour qu'elle évolue, il faut de l'eau, de l'air et des micro-organismes, des champignons. Et ainsi de suite. Donc quand vous allez avoir votre système, quand vous allez forcer votre prairie à creuser en profondeur, vous allez inciter toutes vos plantes à avoir un système racinaire qui sera beaucoup plus résilient à la sécheresse, parce que l'humidité, quand vous prenez une bêche et que vous creusez profond, même quand on a la sensation que ça sèche, et ben 25 ou 30 cm,
votre sol il est humide. Si votre système racinaire descend, par capillarité, l'eau va remonter et votre prairie va tenir. Elle va tenir et en plus, elle va être sérieusement efficiente face au changement climatique et aussi pour atténuer ce changement climatique. Cyril Besset, en quoi la prairie naturelle ou la prairie permanente peut nous aider justement dans cette problématique climatique ? Oui, alors ça a été très bien expliqué sur l'adaptation au changement climatique. Donc, les prairies réduisent, augmentent le temps de transfert entre l'amont et l'aval des parcelles et donc favorisent l'infiltration et réduisent le ruissellement et donc retiennent les parcelles et favorisent l'infiltration. Donc ça, c'est la partie adaptation au changement climatique. Mais le changement climatique, on essaye aussi de l'atténuer, et notamment par le stockage du carbone. Alors ça a été dit aussi par les racines, puisque c'est de la matière organique. Aujourd'hui, on considère que les prairies naturelles stockent beaucoup de carbone, à l'équivalent quasiment des forêts. Et en tout cas beaucoup plus des grandes cultures. Et donc ça fait partie des éléments d'atténuation du changement climatique et de l'intérêt d'avoir des prairies naturelles, ou en tout cas des prairies permanentes sur la durée pour garder ce carbone. Des éléments trop peu connus, parce que dans l'esprit du grand public, bon ok, les forêts captent du carbone, ça on a fini par le comprendre, mais les prairies, c'est pas suffisamment su. Oui, alors sans doute, il y a des communications. L'ADEME communique dessus à l'Agence de la maîtrise de l'énergie, mais également, donc, il y a une étude du conseil scientifique de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse qui développe ça. Et effectivement, le changement climatique, il faut vraiment le prendre sur les deux aspects, l'adaptation qui est l'immédiateté et l'atténuation qui est sur une durée plus longue, mais qui est importante de réduire ce taux de carbone dans l'atmosphère. Alors c'est bien beau effectivement de vouloir changer de pratique culturelle, de vouloir un peu changer les choses. Toi tu l'expérimentes Bruno au quotidien à travers les formations au sein de l'association. Donc ça met du temps tout ça. Et puis parfois il y a aussi certains éléments qui jouent un peu à l'encontre, comme les cahiers des charges ou encore les industriels, qui poussent à des pratiques finalement un petit peu à l'opposé de tout ce qu'on raconte là. Tu as des exemples à nous donner ? Ouais, j'en ai. Là, tu mets le doigt où ça fait mal. En fait, on demande aux paysans d'être un très grand mathématicien. Quand je me suis installé en 95, on me demandait de produire du lait. J'ai commencé à connaître les quotas laitiers, la PAC. Voilà. Mon métier, c'était en gros une équation à 5 inconnus. Aujourd'hui, c'est devenu une équation à 17 inconnus. Donc, ça commence à être compliqué pour moi parce que j'ai qu'un BTS et il aurait fallu que je pousse beaucoup plus les études pour arriver à résoudre toute cette problématique-là. Et ça devient d'une pénibilité compliquée parce qu'à un moment donné, on a beau chercher des solutions, on ne peut plus les trouver. Un exemple simple, voyez, on nous dit d'un côté... Il faut conserver les prairies, il faut qu'on ait des prairies naturelles. Pas de problème, ça ne me pose pas de soucis, ça marche très bien. D'un autre côté, ma laiterie me dit ouais, mais si tu veux, le lait, dedans, vous avez de la matière grasse, de la matière protéique. Et du fait que le lait, on veut le payer un peu moins cher. Enfin, non, ils ne le disent pas, ça, c'est en sous-jacent. On va mettre des primes à la matière grasse et à la matière protéique. Donc, un exemple, matière grasse, il y a un an, on était à 3,5 centimes par gramme supplémentaire et on était, je crois, à 4,5, 4,7 centimes pour la matière protéique. En plus, si on était au-delà de 38 et 32. C'est la même chose, si vous êtes en dessous, vous perdez. C'est ce qu'on appelle la pénalité. Mais celui-là, on ne vous le dit pas trop. Et donc là, on a dit, non, mais on va monter la matière grasse de 3,5, on va la monter à 5 centimes par litre de lait. Puis la matière protéique, on va la passer de 4 à 7. Et là, quand vous commencez à faire le total, à un moment donné, vous vous dites, mais je perds gros sur la ferme. Parce que quand on fait du lait avec de l'herbe, à 100% herbe, on ne peut pas avoir le lait comme en Bretagne, comme tu disais, Pierre-Marie, avec des prairies temporaires, du maïs, de la luzerne et j'en passe et des meilleurs, où les bêtes vont faire de la matière grasse et matière protéique à foison. Et eux, ils vont avoir un lait qui va être super bien payé, alors que nous, on va payer des pénalités qui vont servir à payer les Bretons. Donc ça, c'est un petit peu choquant sur le principe, mais ça veut dire que quelque part, si on veut avancer dans notre histoire, il va falloir mettre à un moment donné tout le monde autour de la table. Qu'est-ce qu'on veut? Quels sont les objectifs? Si demain, c'est tourner le Cantal ou le Puy-de-Dôme en prairie permanente, moi, ça ne me pose pas de soucis si les conditions sont posées. Ça me pose d'autres soucis sur l'environnement, sur ce qu'on veut vraiment, mais que les choses soient claires.
On peut pas dire, on pouvait pas avoir nos laiteries aujourd'hui, par exemple, moi je parle du lait parce que je suis à fond dedans, qui nous disent oui, mais voyez, regardez nos vaches, on nous fait même Sodial. En bio, nous demande de tenir des cahiers des charges, du cahier de pâturage tous les jours, dire nos vaches dans quelle parcelle elles sont, combien de temps elles y sont restées, la nuit si on les relâche, dans quelle parcelle, combien de temps elles y sont restées, le nombre de vaches qu'il y avait dans chaque parcelle, et ce, tous les jours de pâturage, avec un minimum 180 jours de pâturage. Et tout ça pour derrière arriver, pour vendre les produits en disant « Ouais, mais regardez, on a les cahiers de pâturage de nos paysans, et les vaches, elles vont dans les prés, elles vont manger de l'herbe. » Vous voyez, on se sert de notre image, mais en nous en demandant de l'autre côté quelque chose qui est complètement aberrant et qu'on ne peut pas tenir dans les faits. Donc les cahiers des charges qu'on met en place, tous les AOP, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, je pense qu'il faut faire une révision des AOP et les orienter sur ce qu'on veut comme modèle agricole dans ces secteurs-là. Pierre-Marie, il faudrait inclure la biodiversité, la vie du sol dans les cahiers des charges. Ça pourrait être une piste de solution ? Moi j'espère. Après, ce qu'il faut bien comprendre, et moi c'est que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui dans le Massif central, en fait, on est bête de ne pas mettre la biodiversité dans le cahier des charges des AOP. En fait, je veux dire, aujourd'hui, les AOP, elles sont toutes... si on est un consommateur, quand on entend les discours généraux de tous les gens qui passent à la radio, tout le monde attend de l'agriculture qu'elle soit vertueuse, tout ça. Vous prenez le cahier des charges du Master, de tous les fromages, en fait, globalement, le compte n'y est pas. Et ce qui est triste pour les AOP... en tout cas particulièrement le Cantal, parce que Saint-Nectaire a quand même inscrit les prairies naturelles au cœur de son AOP, même si on pourrait aller plus loin en termes de pratique, mais c'est que finalement la biodiversité, elle est dans les fermes, et on ne veut pas la mettre parce que c'est un truc d'écolo, d'urbain, et justement, de dire que en fait, c'est un truc de paysans de montagne du Massif central, c'est justement permettre la différenciation des produits, et c'est vrai que de voir une AOP comme le comté au prix où elle comptait, avec pourtant des pratiques qui ne sont pas très vertueuses, notamment sur la place de la prairie temporaire, se dire que le Cantal, qui a quand même encore, même s'il y a un développement du maïs assez incroyable ces dernières années, c'est quand même un territoire qui a tout à vendre ses prairies naturelles. Mais en fait, on voit bien que les gens ne le font pas parce qu'on leur a tellement mis dans la tête que ça ne servait à rien. Et voilà. Alors qu'aujourd'hui, ça rejoint ce que disait Guillaume en entrée tout à l'heure, c'est, je veux dire, la plus-value du Massif central par rapport à tout le reste de la France, c'est ces prairies naturelles. Et donc ne pas les mettre en avant, alors que c'est notre seul atout, entre guillemets, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. En tout cas, la reconnaissance est sympa, mais il faut que ça puisse payer. Ces pratiques vertueuses doivent être reconnues, mais aussi doivent être une partie de la rémunération de l'éleveur. Cyril, vous commencez à faire ça, notamment avec les fameux PSE, les paiements pour services écosystémiques ou environnementaux, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est ça. Les paiements pour services environnementaux, qui sont aujourd'hui une expérimentation au niveau national. Alors, au niveau bassin Loire-Bretagne, on a 20 projets. Le Sigal en fait partie, donc avec une dizaine d'agriculteurs. Et l'idée, c'est effectivement de rémunérer l'agriculteur pour le service écosystémique qu'il rend. Donc c'est un changement de paradigme, notamment par rapport aux mesures agro-environnementales, qui étaient plutôt sur de la rémunération, de la compensation d'une perte et d'une contrainte. Là, on passe sur quelque chose qui est plutôt positif. Et donc l'idée est d'essayer de faire converger en fait l'intérêt économique avec les fonctions environnementales et sociétales. Et donc dans ces PSE, la biodiversité est un indicateur de paiement de ce service, en fait, du coup. Donc ça, on rentre bien sur ces enjeux-là. Et puis, il y a également la possibilité de travailler sur des filières, donc de valoriser, d'essayer d'avoir de la plus-value, et donc la filière viande, qui est aussi intéressante et que l'agence accompagne pour essayer d'aller vers de la plus-value sur de la production locale, quoi. Ça, c'est une bonne nouvelle, vraiment. Bruno, quelles sont nos raisons d'espérer, toi, de ton point de vue ? Alors moi, je suis totale confiance. Non. Honnêtement, j'ai toujours gardé cette confiance en l'homme. Je crois en l'homme. Je suis un humaniste profond. Souvent, il faut le bousculer. Ça rigole un peu dans la salle. Oui, Émilie, c'est vrai. C'est beau. C'est beau. Je suis un humaniste profond. Après, le paysan, alors moi je suis habitué, il faut le bousculer un peu. C'est une belle personne. Il ne faudra jamais oublier que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'avant nous, il y a des gens qui ont bossé. Donc tout se mérite. Et à un moment donné, on n'a pas trop le droit, ou pas du tout, d'aller leur dire ce que vous faites, c'est de la merde. Par contre, il faut leur dire que, ouais, il faut les accompagner, il faut les aider.
Il faut leur faire comprendre les choses. Nous, on a pour habitude toujours d'amener l'éleveur à comprendre ce qu'il est en train de faire, à comprendre ce qu'il est en train de mettre en place, à nous expliquer ses objectifs. Nous, au niveau de l'association, quand on rencontre un éleveur, la première question qu'on lui pose, c'est quoi ton objectif de vie dans ta ferme? C'est une question qu'on ne leur pose jamais. On leur dit, tu dois faire ça et tu dois le faire comme ça. Nous, on arrive en disant, c'est quoi ton objectif de vie? Et on t'accompagnera pour ton objectif de vie qui ne sera pas forcément le même que pour les autres. Et ça met du baume au cœur. On va laisser à la salle l'opportunité de vous poser des questions. Je regarde l'heure, mais je crois que c'est... Allez, 10 minutes top chrono. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y en a. On va faire passer les micros. Alors, voilà, le micro sans fil. Bien sûr. Alors, au premier rang, madame. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je m'appelle Michel Baffoil. Moi aussi, j'élève autrement. Voilà, forcément. Voilà, on est agriculteur dans le massif du Césalier. Donc, on est en élevage chalaire et je remercie pour avoir mis ces vaches chalaires. Et on vient de parler de ces prairies. Nous, on a fait partie d'un concours en 2011. Le parc et Volcan avait mis un concours des prairies fleuries. Donc, on a gagné le premier prix parce qu'on a des pratiques agricoles qui sont complètement en phase avec notre environnement. Et j'ai voulu aller plus loin dans notre démarche, c'est aussi faire analyser les sources qu'on a dans nos montagnes, parce qu'on est en tête de montagne, hein, les sources arrivent directement dans nos parcelles. Et donc j'ai rencontré une jeune personne qui s'appelle Aude Boger, qui travaille je ne me souviens plus, j'ai un petit trou, mais je vais le retrouver, à Clermont, qui est diatomiste. Et on a fait rechercher, ça m'a intéressé de refaire chercher les diatomées qu'on avait dans ces eaux. Et alors, ça a payé parce qu'on a des eaux avec des diatomées, dont une qui s'appelle la Coconis, je ne sais pas si ça vous parle, et qui est une diatomée très très rare dans le Massif central. Alors ça, j'en parle un peu quand je suis... Du coup, Michel, pardon, votre question? Oui. Excusez-moi. Ma question, c'était pour... C'était un témoignage, en fait. Oui, c'était un témoignage. Mais ma question, c'était... Oui, il y a un autre témoignage. C'était le service des paiements rendus à la collectivité. Ça fait 10 ans que j'en parlais et je suis bien contente. Et voilà, bon, c'était... Voilà, c'était un témoignage, mais du coup, j'ai vu réagir Cyril qui, oui, des diatomées, tu les connais et tu les étudies. Alors, c'est quand même un métier de spécialiste. Oui, donc, je ne rentrerai pas sur la détermination. C'est quoi une diatomée? C'est une algue, non? Oui, c'est une algue, mais c'est une micro-algue qui vit dans les eaux douces, en fait. Et donc, qui fait partie des indicateurs, notamment de qualité. Donc, il y a différentes classifications. Voilà. Ça fait partie de la biodiversité des algues, des micro-algues qui vivent dans l'eau, effectivement, douce. C'est pas les mêmes qu'en Bretagne. Ah non. Pardon. Et juste une question, pourquoi que les syndicats AOP, des représentants style Saint-Nectaire, ne sont pas là pour parler Il faudrait leur poser la question. Voilà. Mais en tout cas, on a fait un choix délibéré d'avoir des intervenants extérieurs pour, non pas que l'herbe soit plus verte ailleurs, mais voilà, il est intéressant de s'enrichir de l'expérience de l'autre. Il y avait une question... Oui, oui, bonjour, monsieur. Je m'appelle Bonjour. Jean-Luc Caillon, je suis sur le Césalier, à Vernol. Et on a vu des belles images de parcelles très verdoyantes. Seulement, il y a le gros problème chez nous. Ah non. C'est les râteaux. Non. La soirée spéciale râteau-pied, ce sera en avril. On en fera une spéciale. Je pose juste non, parce que je vois Guillaume, effectivement. Montez sur le Césalier. Alors, c'est un gros sujet. Vernol, monsieur. Et vous verrez le désastre. C'est un très, très gros sujet. Mais justement, il faut dédier une soirée à ce sujet. Et oui, mais personne n'en parle. Ah, mais si, on va le faire. Mais là, c'est vrai qu'on va sortir du débat sinon. Mais clairement, vous soulevez effectivement un sacré problème. C'est un sacré problème. Clairement. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y avait des questions supplémentaires? Une, deux. Boycott sur le râteau-pied ce soir. C'est comme ça. Bonsoir. Mais si vous voulez discuter en off tout à l'heure avec Bruno, le râteau-pied, c'est son... Bernard Delos, pâtissier à Massiac. Je voudrais poser une question à M. Bruno Gourdon. Est-ce que les chambres d'agriculture vous ont aidé à prendre ces virages un peu périls?
Non. Ça fait beaucoup parce que dans les années 60-70, c'est eux qui vous ont poussé à raser les haies et compagnie. Putain, vous êtes dur avec moi. Alors, Moi, je suis gentil avec vous et vous êtes dur avec moi. Alors, comment je peux vous tourner ça L'association Éleveurs Autrement a été créée en 2015 par des agriculteurs qui se sont fédérés uniquement pour faire de la formation alternative, pointe à la ligne. En gros, on a fait ça entre nous. Voilà. Les éleveurs, on a fait ce choix-là. Est-ce que c'était un choix? Non. Je vous réponds clairement. On l'a fait parce que on voulait le faire, parce que voilà. Mais honnêtement, non. Aujourd'hui, on ne touche aucune subvention. On est complètement autonome. On demande à nos agriculteurs d'être autonomes, donc on est autonome au niveau de l'association. Et ce, jusqu'au 31 décembre. Et à partir du 1er janvier, on ne sait pas du tout comment on va faire, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est un organisme de formation. Donc aujourd'hui, Éleveurs Autrement, on forme à peu près 500 éleveurs par an sur tout le territoire français. Et aujourd'hui, c'est parce qu'on est organisme de formation, qu'on fait des formations via Vivea, qu'on est rémunéré, qu'on se rémunère, qu'on fait tourner l'association, puisqu'on a 2 salariés qui font le suivi dans les élevages et qui accompagnent les éleveurs en plus des éleveurs, parce que les éleveurs donnent énormément de temps entre eux. On les fait fonctionner par secteur. Et donc, c'est de l'entraide entre les éleveurs en grosse partie. Mais à partir du 31 décembre, pour être organisme agricole reconnu Vivea, il faut être certifié. La certification, c'est 10 000 € d'audit et 3 000 € de certification tous les ans. Nous, on n'a pas les moyens. Donc, ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2023, on ne sera plus organisme de formation reconnu par Vivea. Donc, aujourd'hui, on a mis en place des groupes de travail sur le département du Puy-de-Dôme, un petit morceau du Cantal, un petit morceau du Haute-Loire, un petit morceau de l'Allier. On a mis des groupes de travail d'éleveurs pour leur demander, et là, ce coup-là, on retourne la question de l'autre sens, quels sont vos objectifs pour l'association à partir du 1er janvier 2023? C'est-à-dire, quelle solution on va trouver pour pouvoir perdurer? Si on doit perdurer, on perdurera. Si on doit arrêter d'exister, on arrêtera. Non? Ah, la dernière. Oui, bonsoir, je suis agriculteur retraité. Je pense que autour de votre table ronde, il manque 2 personnages principaux, l'industriel et les syndicats. On parle de valorisation, on parle de respect de la nature, l'industriel fixe le prix et les syndicats participent à la politique agricole qui est mise en place. Oui, bonsoir. Je répondais à la question le syndicalisme agricole. Pour faire quoi? Quelque part, on est tous conscients ici dans la salle. Le syndicalisme agricole majoritaire, faut-il le préciser, il cogère avec le ministère de l'Agriculture depuis les années 60. Et on voit bien les dérives où elles nous ont amenés de ce syndicat majoritaire. En tout cas, ce qui est intéressant de regarder, de comprendre, et ça va m'amener finalement très logiquement et de manière très fluide à la seconde table ronde, c'est que l'humain peut être parfois au cœur du changement, bien sûr, avec les élus, avec les citoyens, avec les forces vives du territoire. On va justement, et je vais vous remercier, messieurs, comme ça on va vous applaudir, et merci pour votre éclairage. Intéressant de voir aussi à quel point les choses bougent, parfois à contre-courant. C'est pourquoi la prochaine table ronde va s'articuler autour des solutions mises en œuvre et également des expériences qui vont vous être exposées, des expériences qui marchent, qui parfois viennent d'ailleurs. Alors j'ai le plaisir d'accueillir des personnalités qui ne mâchent pas leurs mots, dont la passion et les convictions sont inébranlables, c'est bien le mot. Émilie Janin, qui nous vient de Côte d'Or, Bourgogne, qui a créé le premier abattoir ambulant en France. Rejoignez-nous. Brice Pellevoisin, de la Charente,
au Puy-en-Velay en passant par Paris, boucher. Et enfin, Yannick Pochelon, animateur national de la Fédération des viandes d'appellation d'origine. Merci de me rejoindre. Alors, on va tout de suite désamorcer. Émilie, prends le micro. Bois un coup d'eau. Bois un petit coup. Ici, nous avons sur ce territoire un outil de transformation public. C'est une chance. Et tu es là pour le dire et le rappeler. On a de la chance d'avoir cet abattoir à Neussargues. Vraiment. Oui. Toi, tu vas nous faire gagner en hauteur de vue. Tu vas nous faire un petit topo sur... allez, j'ai inventé un petit acronyme pour toi. Sur le PAF. Le paysage des abattoirs français. Comment a-t-il évolué ces dernières décennies ? Ouais. Oui, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Moi, j'adore votre région, mais d'habitude, j'y viens pour d'autres raisons. Les concours de chiens de troupeau, des choses comme ça. Voilà. Donc oui, vous avez une chance, c'est que vous avez encore un abattoir donc sur cette commune. Et ça, c'est un truc qui est quand même assez précieux. Je parle aux élus, là, parce que en fait, sans ces outils de proximité, très clairement, on perd des emplois, on perd de la valeur et on perd surtout, pour tous les éleveurs qui sont là, la possibilité de mettre en marché nos viandes, enfin nos animaux. Parce que contrairement aux produits végétaux, que ce soit céréales ou légumes, la spécificité de nos animaux, c'est qu'on est obligé de passer par un abattoir qui est agréé par les services de l'État pour pouvoir le mettre en commercialisation avec la position de la fameuse estampille qui dit qu'il est propre à la consommation humaine. Et ça, c'est une spécificité qui est très très fortement liée à toute l'espèce animale et en tout cas aux viandes animales, même si sur les espèces végétales, il y a plus de facilité sur certains trucs. Enfin voilà. Et donc sur le contexte de l'abattage en France, en fait, peut-être que certains le connaissent déjà ici, mais à un moment donné, quand on a intégré l'Europe en 1957, avant, c'était un service public, l'abattage. Et donc, il y avait des abattoirs dans presque chaque bourgade. Ce n'était pas des trucs gros, hein, c'était souvent des tout petits abattoirs de façon très, très simpliste. Une salle où on tuait, on mettait à mort de façon propre. Hein, mais bon, bref, voilà. C'était un service public. Et c'était un service public parce qu'en fait, il y avait des enjeux de salubrité publique pour éviter que des maladies se répandent, soit des hommes aux animaux, mais aussi des histoires de pollution des cours d'eau. Souvent, les abattoirs étaient à côté des rivières pour des questions de nettoyage, d'élimination des déchets, etc. Donc voilà, il y avait un enjeu de service public. Et quand on a intégré l'Europe en 1957, la France a fait deux choix. Un, elle a dit que c'était plus un service public. Et deux, elle avait le choix de prendre la réglementation européenne en plus de la réglementation française. Elle a fait le choix de prendre la réglementation européenne exclusivement. L'Allemagne, donc à la même époque, a fait le choix de garder sa réglementation sur ses Länder plus la réglementation européenne. Et donc, par exemple, en Allemagne, aujourd'hui, il y a encore à peu près 3000 abattoirs sur le territoire de l'Allemagne, sur une superficie qui est à peu près comme la France, alors qu'en France, on est à peine à 240 abattoirs en France. Je crois qu'on doit être à 237, en fait, exactement, là, aujourd'hui. Et donc, c'est très, très les chiffres sont très parlants. Hein. 3000 versus 237. 237. Et donc, depuis 1957, on a vu l'érosion de ces abattoirs de proximité au fur et à mesure tomber, alors sous le coup de mise aux normes qui étaient coûteuses, parce qu'effectivement, la réglementation européenne, ça te donne l'autorisation, une fois que la carcasse est estampillée, de pouvoir vendre cette carcasse à ton voisin à côté, mais aussi dans n'importe quel pays de cette Union européenne. Alors au début, on était 7, enfin bref, beaucoup moins nombreux, maintenant on est 27. Mais donc c'est énorme. Et donc il y a eu beaucoup de normes à mettre en place, des travaux, des exigences. En plus, on a quand même une administration franco-française qui a tendance à vouloir laver plus blanc que blanc. Et donc ça, plus une concurrence assez acerbée, ce qui fait qu'on a concentré des outils d'abattage dans quelques mains. Et là, à l'heure actuelle, on a donc 237 à peu près abattoirs français. Alors quand je parle des abattoirs, je parle que des abattoirs d'ongulés, donc ovins, bovins, caprins. Les volailles, c'est une autre réglementation. Mais ce chiffre, donc ça veut dire qu'il y en a très très peu. Il y a 80% des capacités d'abattage qui sont concentrées sur Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, enfin toute cette grosse zone. Et on a 4 gros industriels qui font 80% des volumes abattus en France. Et par exemple, le marché de la viande rouge, c'est 1,4 million de tonnes par an, ce qui n'est pas rien non plus.
Donc quand on met ça en perspective, c'est-à-dire que les abattoirs de proximité, comme celui de Neussargues ou celui avec lequel je travaille, moi c'est à Autun, en Saône-et-Loire, en fait ils font un volume qui est vraiment tout petit, c'est à peu près 8% de l'activité d'abattage en France. C'est vraiment tout petit. Mais ce n'est pas parce que c'est tout petit qu'ils n'ont pas de vocation à rester et qu'il faut au contraire les maintenir et voire en développer, parce qu'en fait, plus on supprime des abattoirs sur nos territoires d'élevage, moins on peut potentiellement mettre en place des circuits valorisant le travail des éleveurs, et moins on maintient de la valeur ajoutée et des emplois sur nos territoires, et on a d'autonomie et des capacités à mettre en place des PAT, enfin peu importe le sigle qu'on dira, mais moins on va avoir les possibilités de mettre en place l'alimentation qu'on veut dans les assiettes de nos enfants, de nos hôpitaux, etc. Toi, sur ton territoire, regarde le micro, Émilie, j'ai encore plein de questions à te poser. Tu as vu progressivement, quand tu as voulu devenir éleveuse, il y a 10 ans, hein, c'est ça ? 16 ans, pardon. Tu as vu plusieurs abattoirs autour de chez toi fermés. Tu as dû trouver des solutions, tu as dû cogiter pour trouver des solutions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, c'est parce qu'en fait, je ne me rappelle même plus depuis 16 ans combien il y en a qui ont fermé sur notre région, mais très clairement, nous, on faisait de la vente directe sur notre ferme depuis longtemps. Et en fait, régulièrement, l'abattoir public avec lequel on travaillait, tous les 2 ans, il y avait une menace de faillite et qui ferme. S'il fermait, on ne pouvait plus continuer à faire de la vente directe. Et c'est comme ça que j'ai eu que j'en suis venue à découvrir l'abattoir mobile qui fonctionnait en Suède. Et je me suis dit, il faut qu'on le fasse en France. Parce qu'en fait, très clairement, l'abattoir municipal, il est certes très, très encouragé par nos élus. Il est certes très, très encouragé par nous, éleveurs, mais il y a une puissance qu'on sous-estime, c'est quand même la puissance de nocivité des industriels à vouloir faire fermer tous ces abattoirs publics. Et que c'est leur unique intérêt quand même. Et que si moi, cet outil fermait, c'est simplement je ne pouvais plus continuer à élever. Et donc, il fallait trouver des solutions d'abattage. Parce que si on n'a pas d'abattage, si on n'a pas de découpe, on ne peut plus avoir d'élevage à terme. Ça a duré, seul contre toutes. Seul contre tous au début. Finalement, après, d'autres personnes sont venues grossir les rangs et te rejoindre, mais ça a duré longtemps, cette affaire. Ah oui, on a travaillé dessus pendant à peu près 5 ans, 6 ans. Ouais, on a commencé en 2016 et donc du coup, on a mis en place l'abattoir mobile en août. Là, il a fait son premier abattage en août à la maison. Donc, on a mis 5 ans pour le mettre en place. Après, j'étais pas complètement seule, c'est-à-dire que j'ai rencontré déjà pas mal de paysans sur tout le territoire en France et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas la seule à avoir été choquée par les images chocs qu'on a pu voir. J'étais pas la seule à avoir des problèmes avec certains abattoirs, avec cette fermeture d'abattoirs. Il y a des zones où il y a carrément plus d'abattoirs du tout. Il y a des départements où il y en a plus du tout, ou même des régions, Et quand je dis des régions, c'est parce qu'il y a une spécialisation aussi des abattoirs. Donc, il y a certaines régions où, par exemple, il n'y a plus d'abattoirs qui acceptent les ovins ou les caprins. Et donc, du coup, ils sont obligés de faire des centaines de kilomètres. La majorité des ovins qui sont abattus, ça va être soit cisteron, soit castre. C'est quand même dramatique, surtout quand on est dans les Vosges, voilà, donc il y a ces problématiques-là. Et après, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui avait fait un film sur cette histoire. Et du coup, on s'est rendu compte aussi que les consommateurs, ils étaient intéressés par cette solution-là, que eux aussi étaient choqués, que eux aussi voulaient continuer à manger de la viande et qu'ils avaient envie qu'il y ait des nouvelles solutions qui soient proposées, tout simplement. Des solutions complémentaires. Toi, tu vois l'abattoir mobile comme une solution complémentaire aux abattoirs et tu promeut peut-être la réinstallation d'abattoirs en mode local. Oui, c'est clair que en fait, c'était très drôle parce qu'au début, on a commencé à parler d'abattoirs mobiles. En fait, on n'a vraiment pas été aidé par les fédérations d'abattage. Il y en a 2. Il y a Culture Viande qui est présidée par Bigard et puis il y a la FNEAP qui est la Fédération des abattoirs de proximité et prestataires de services. Donc, ils sont plutôt les petits prestataires de services et qui, eux aussi, ont crié au loup comme si on allait leur faire une concurrence déloyale. Sauf que moi, en tout et pour tout, quand on sera vraiment à fond de cale, on fera peut-être 1500 tonnes à l'année. Mais vraiment à fond, c'est comparé aux 1,4 million de tonnes dans l'année, vous voyez que c'est même pas une pichenette, Donc, et en fait, c'est surtout qu'on n'existait pas. Donc, c'était pas nous qui leur faisions des problèmes dans la situation actuelle, c'était bien d'autres. Et donc, effectivement, on est vraiment en complémentarité. Par exemple, du coup, nous, on travaille avec l'abattoir d'Autun depuis qu'on fonctionne. Et en fait, clairement, Autun, quand ils ont commencé à faire des travaux pour le rénover, parce que alors, le grand truc qu'on vous vend, quand des collectivités sont amenées à faire des travaux dans des abattoirs, ça va être de
de potentiellement partir sur un accroissement de l'activité. Sauf que ça, c'est mort, hein. On sait d'entrée de jeu, là, on a perdu 600 000 vaches en 5 ans. Et on sait qu'il y a la moitié du cheptel bovin, lait et viande, qui est détenu par des éleveurs et des éleveuses qui ont plus de 55 ans. Vu le contexte actuel, il y en a très peu qui s'installent. Donc on sait grosso modo qu'on a potentiellement la moitié du cheptel en France qui va disparaître. Si on n'a pas un grand plan de sauvetage de l'élevage, c'est ce qui va se passer. Donc ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète, de faire des abattoirs qui potentiellement pourraient avoir une capacité plus grande que ce qu'ils font actuellement, parce qu'en fait les volumes à abattre vont diminuer de fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire attention au stockage pour pouvoir les maturer, les garder en chambre froide suffisamment longtemps. Et puis, et surtout, d'avoir des ateliers de découpe et de transformation. Par exemple, le steak haché, c'est hyper important pour pouvoir fournir des collectivités derrière. Mais si on n'a pas d'outils de transformation pour faire des steaks hachés, quid de fournir les cantines, les hôpitaux, les EHPAD et compagnie, parce qu'en fait, on va être coincé, quoi. Préservons cet abattoir ici à Neussargues, n'est-ce pas, monsieur le maire? C'est important. Ah, alors attendez, est-ce qu'on a un micro sans fil? Ouais. Justement, sur l'abattoir de Neussargues, il y a eu un gros investissement qui a été fait avec l'aide de Haute-Communauté, plus de 2,4 millions investis. Aujourd'hui, le souci, c'est justement de trouver des personnes qui viennent pour faire de la découpe. Ouais, on n'a pas de... En salarié. En salarié. On n'a pas d'école, on n'a pas de... Monsieur le boucher, là. Voilà. Donc aujourd'hui, on a beau lancer des appels d'offres sur les journaux et tout, on ne trouve personne pour venir faire de la découpe dans cet abattoir qui est high-tech. Hein. Voilà. Donc c'est dommage, hein, parce que... Voilà. Bon, le président dit qu'on va y arriver. Avec une bonne com. On va rebondir là-dessus, justement. Voilà, il y a bien sûr toute cette dimension sociale. Jouer la carte du local n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, dans un contexte avec des petits pépins climatiques qui s'accumulent. Le contexte géopolitique, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, ça semble aujourd'hui être une urgence. J'avais envie de donner la parole maintenant à Yannick pour vraiment qu'on ait en tête un exemple concret avec le fin gras du Mézin. En quoi, Yannick, cette AOP a une longueur d'avance? Je dirais que j'ai été présenté avec une casquette qui est différente de celle qui vient d'être annoncée. C'est toi qui m'avais dit en même temps. Donc juste un petit point de précision. Je suis depuis presque 20 ans au service de l'AOP fin gras du Mézin, mais depuis 2 ans, j'ai aussi pris en charge l'animation d'une toute nouvelle fédération qu'on a constituée il y a 2 ans et qui réunit l'ensemble des AOP viande de françaises. Alors l'ensemble, c'est un grand mot puisqu'il n'y en a que 11, mais en tout cas, elles y sont toutes. Donc voilà, ça permet d'avoir un lieu de partage entre les différentes AOP viande. L'AOP fin gras du Mézin, elle a été créée je n'étais pas là dans les premières semaines, mais je pense que si les gens qui avaient été là, avec tout ce qu'on a entendu à la première table ronde, ils se sont posés probablement différemment, mais un petit peu les mêmes questions. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une petite trentaine d'années d'avance, quoi. Donc, toutes les petites allusions qu'on a pu entendre aussi sur le contexte, l'état d'esprit général des productions standardisées par rapport aux productions un peu de niche comme les nôtres. Décalez-les il y a 30 ans, à l'époque où monsieur vous êtes remis en question sur pas mal de choses, c'était encore plus à contre-courant que ce que ça peut l'être aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on peut au moins se féliciter d'avoir quand même un petit peu plus de prise de conscience des consommateurs et d'un petit peu tout le grand public. Nous sommes donc en 1994 et pourtant, ce ne sont pas des personnes, des gens issus du milieu agricole qui ont lancé cette idée d'AOP. Non, c'est une filière qui est vraiment née du territoire puisqu'elle est née de l'initiative de 2 personnes principalement, dont un est sociologue, chercheur au CNRS, enfin à la retraite maintenant depuis quelques années, et un autre qui était à l'époque directeur adjoint de la DRAF Rhône-Alpes, mais qui avait pour point commun d'avoir des attaches familiales sur le Mézin. Bon, je ne situe pas forcément géographiquement, vous voyez à peu près de quelle région on parle, hein, sud-est du Massif central, un territoire à cheval sur l'Ardèche et la Haute-Loire. Et ces gens-là qui, dans le cadre d'une association qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle les Amis du Mézin, c'est une association qui regroupe à peu près 500 ou 600 adhérents,
avec bizarrement très peu de locaux, mais surtout beaucoup de gens, un petit peu des gens qui ont des résidences secondaires, des gens qui ont leurs origines familiales chez nous, mais qui se sentent attachés. Beaucoup de gens qui ont plutôt des métiers, plutôt des intellectuels. Hein. Bon, il y a aussi il y a toutes sortes de personnes, mais quand même beaucoup de matière grise dans cette association, et qui a une vocation de défense du patrimoine, mais au sens, ils ont une expression qui dit toujours, leur but, c'est pas de faire des cartes postales en noir et blanc, c'est de travailler sur le patrimoine, mais pour le mettre au service de l'économie d'aujourd'hui. Donc ils ont fait tout un tas d'opérations. Ils publient chaque année un fascicule qui s'appelle Les Cahiers du Mézin, qui est quand même un truc un petit peu costaud au niveau recherche. Et du coup, leur idée, c'était de trouver quelque chose. Je dis bien quelque chose, parce que le côté agricole n'était pas forcément un a priori non plus comme ça, qui, en étant un élément économique, hein, bien sûr, mais qui, en étant redynamisé à travers une démarche pour le mettre en valeur, pourrait apporter un plus à toute l'économie locale. Donc leur première étape, ça a d'abord été de faire des recherches. Il ne fallait pas non plus chercher bien loin pour s'apercevoir que ça risquait de tourner autour du milieu agricole, puisqu'on est un territoire où il n'y a à peu près rien d'autre que de l'agriculture ou du tourisme, des services. Il n'y a absolument pas d'industrie. Voilà, tous des domaines d'activité qui peuvent que vivre avec un socle de base d'une population qui est principalement agricole. Et donc, c'est à travers les recherches historiques qu'ils ont pu faire à ce moment-là, qu'ils ont mis le doigt sur une production qui déjà apparaissait dans des textes du XVIIe, XVIIIe siècle, qui était à l'époque la production des bœufs de Pâques engraissés pendant l'hiver avec du foin. Et ils ont décidé de mettre en route ce projet. Et pas n'importe quel foin. Avec un foin d'altitude, puisqu'on est un territoire qui a quand même énormément de similitudes avec le vôtre. Hein. Il n'est quand même pas très très différent, mais avec une particularité qui est l'absence de transhumance. Le territoire qui concerne l'AOP est globalement situé à plus de 1100 mètres d'altitude, à part quelques petites exceptions, et avec des parcelles et des fermes installées jusqu'à quasiment 1500 mètres, et des fermes où il y a de l'habitat permanent à l'année, avec des animaux et des hommes, du coup. Il y a une expression qu'on utilise de plus en plus aussi autour de tout ça, qui est de parler des hommes d'en haut, puisque finalement, la population, depuis la fin du Moyen-Âge, s'est installée de manière sédentaire à l'année, à haute altitude. Et pour pouvoir passer l'hiver, il a fallu récolter du foin, construire des fermes pour abriter les animaux. J'ai vu aussi tout à l'heure le fait que ici, le paysage n'était pas si naturel que ça, parce qu'il avait été à un moment aussi aménagé par l'homme, défriché. C'est exactement aussi le cas dans notre région, puisque c'est les moines à la fin du Moyen-Âge qui ont défriché pour pouvoir installer les paysans et leur faire des prairies utilisables. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ces prairies pour nous donner une idée? Il y a notamment une fleur, une essence emblématique? Alors, il y a une plante qui a été mise en avant, qui sert plus d'emblème que d'autre chose, hein, mais Pierre-Marie pourrait aussi beaucoup plus en parler que moi, parce qu'on travaille aussi pas mal avec le Conservatoire botanique sur la partie floristique. Mais oui, la plante qui a été le plus mise en évidence, dont on parle, un petit peu mystifiée, c'est celle qu'on appelle la cistre. Je ne sais pas comment vous l'appelez ici, peut-être de la même façon. C'est le fenouil des Alpes. Le fenouil des Alpes. Voilà. Et qui a la particularité d'être une plante qui est plutôt délaissée en verre dans les pâturages, alors qu'elle est plutôt recherchée en sec dans le foin par les vaches. Donc voilà, ça a été un petit peu l'exemple. C'est loin d'être la seule. Si vous la connaissez, je suppose que vous confirmerez que c'est loin d'être la plus intéressante agronomiquement. S'il n'y avait que de la cistre pour engraisser les bœufs, il ne serait pas souvent bien gras. Et quand il y en a trop, c'est aussi souvent que ce n'est pas forcément une parcelle non plus très riche. Puisque par rapport à la démonstration qui a été faite tout à l'heure aussi sur les racines, la cistre, c'est une plante qui va chercher très profond dans le sol, et quand il reste qu'elle, c'est bien souvent que toutes les autres sont mortes. Alors, on reprend l'historique. 2006, qu'est-ce qui se passe? 2006, obtention de l'AOC, sur la base d'un dossier qui avait été déposé en 1997. C'est un préalable, il faut vraiment passer par l'AOC avant d'avoir l'AOP? Ah oui, l'AOC, c'est une spécificité française quasiment dans l'Union européenne. Mais c'est la première étape avant d'obtenir, une fois que vous obtenez l'AOC, le dossier part à Bruxelles pour être reconnu en AOP. Et l'AOP, on l'a obtenu en 2013. 10 ans, ouais, je vois Émilie qui dit waouh, dis donc, il en faut de la motivation. 2013, c'est donc le Graal. L'AOP. L'AOP, fin gras du Mézin. Voilà. Donc c'était la troisième, à l'époque, troisième AOP bovine en France. Et il y en a une quatrième qui nous a rejoint après, qui est le bœuf de Charolles.
Pourquoi ça ne s'est pas intensifié dans le Mézin? Pourquoi, finalement, de cet handicap, on a réussi finalement à en faire une force? Par la force des choses, justement. Tout à l'heure, il a été dit que c'était parce qu'ils n'avaient pas voulu obéir. Je serais même encore plus pessimiste que ça. C'est parce qu'ils n'ont pas pu obéir. Parce que malheureusement, à l'époque, le territoire faisait qu'on est sur des sols volcaniques très peu profonds, avec beaucoup de roches qui affleurent. Donc, il n'est absolument pas question de travailler la terre. Et puis à des altitudes où de toute façon les cultures, les céréales n'arrivent jamais à maturité. Et finalement, c'est ce handicap qui a évité qu'il se fasse certainement de grosses bêtises de saccage de prairies naturelles, de prairies permanentes qui dataient de 300 ou 400 ans et qui auraient peut-être été saccagées en quelques années. Aujourd'hui, le fin gras du Mézin, c'est un atout économique conséquent pour le territoire? C'est un atout économique conséquent, oui, puisqu'il y a un peu plus de 100 exploitations qui produisent des animaux. Ça correspond à une production d'à peu près 1300. C'est principalement des génisses. Le cahier des charges prend les génisses ou les bœufs, mais la production de bœuf, comme partout, elle existe presque plus. Donc c'est principalement des génisses. Et c'est un produit saisonnier. J'ai parlé du bœuf de Pâques. Le choix a été fait de garder ce produit saisonnier pour que ça reste vraiment sur la tradition d'engraissement hivernal. Donc la saison, on est en plein dedans. Là, elle démarre le 1er février pour l'abattage et elle se termine le 31 mai. Et c'est à peu près 1300 bêtes qui sont abattues en 17-18 semaines. Ce qui fait une moyenne d'abattage de 70-80 bêtes par semaine. Et ce qui fait une moyenne d'une quinzaine de bêtes par exploitation. Donc c'est quelque part assez peu parce que le cahier des charges fait que ce ne sera jamais la totalité des bêtes de l'exploitation. Jamais les mères ne sont pas acceptées dans le cahier des charges. Donc déjà, toutes les vaches de réforme passeront jamais en AOP. Mais quand même, pour une exploitation qui est... on a pas mal d'exploitants qui sont aux alentours d'une vingtaine par an. Quand c'est des GAEC qui sont 30-35, ça a un chiffre d'affaires non négligeable. Oui, parce que tu parles du nombre de bêtes, mais la viande est mieux valorisée. La viande est mieux valorisée par rapport à... la plupart d'entre vous connaissent probablement à peu près ce que sont les cours nationaux. Aujourd'hui, le prix moyen du fin gras, c'est à peu près 6 € du kilo de carcasse payé à l'éleveur. C'est quoi les cours moyens? Sur des bêtes équivalentes en termes de conformation bouchère, puisque c'est quasiment le seul critère qui permet d'établir des prix aujourd'hui. On est sur des animaux qui sont majoritairement classés R à l'abattoir, pour ceux qui ont une notion de déclassement. Ce qui fait que sur des cours nationaux, c'est des animaux qui sont vendus entre 3,80 € et 4 € et quelques. Donc là, on est sur presque le double pour le fin gras du Mézin. Alors voilà, c'est difficile de prononcer des mots comme ça, de dire le double. Ah non, il faut le dire. Ça peut être... Oui, mais c'est... En fonction des publics, ça peut être vu comme monumental, un enrichissement phénoménal, alors que par rapport aux conversations qu'il a pu y avoir sur justement ce qu'il faudrait pour valoriser les animaux, c'est en fait une juste rémunération, juste ce qu'il faut, et qui paye surtout des coûts de production bien supérieurs à ce qui est produit en Bretagne ou ailleurs, parce que pour garder les animaux tout l'hiver sur le Mézin, il faut des bâtiments qui coûtent les yeux de la tête. Brice Pellevoisin, vous, la dimension humaine autour justement de la production de nourriture, c'est quelque chose d'important pour vous. Pourquoi la qualité doit primer? La qualité numéro 1, ce sont les éleveurs qui font la qualité numéro 1. Si les éleveurs ne sont pas là et n'ont pas l'amour de leur métier, la qualité ne sera pas là. Et le premier responsable de tout ça, ce sont les consommateurs. Si le consommateur ne prend pas conscience qu'à un moment donné, il faut réfléchir quand vous allez faire vos courses, qu'est-ce que gagne l'éleveur quand vous voyez du cochon à 2,50 € ou 1,50 € en supermarché, ou le bœuf à 5 € ou un roast beef à 10 € le kilo, qu'est-ce que gagne l'éleveur? C'est vous les responsables. Si vous ne prenez pas cette conscience une bonne fois pour toutes, ça ne changera jamais. Les industriels auront gagné. Moi, je me bats tous les jours. J'achète mes bêtes moi-même chez mes éleveurs. Je travaille toute l'année avec les mêmes éleveurs depuis 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis installé. Je travaille avec les fermiers du Mézin. Je travaille avec le Mézin parce que je suis au Puy-en-Velay depuis 8 ans. Je suis installé. Et j'ai qu'une règle, c'est les éleveurs qui font leur prix. Je n'ai jamais décidé d'un prix avec un éleveur. C'est l'éleveur qui décide lui-même ce qu'il a fait. C'est lui qui considère son travail. Mais si le consommateur de l'autre côté
prend pas conscience une bonne fois pour toutes que réfléchissez bien avant d'acheter une caissette dans un supermarché. Déjà, ce que vous achetez, eh ben, vous n'avez rien compris. Tous les discours qu'on a aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est vous les premiers responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'agriculture. Moi, j'ai appris mon métier avec mon père. Mon père était boucher, j'ai appris avec lui. Je suis parti travailler, je suis allé travailler à Paris. J'ai eu la chance de pouvoir servir les plus grands de ce monde, on va dire. J'ai travaillé avec 3 présidents, j'ai servi tous les plus grands chefs qui existent en France. Et aujourd'hui, j'ai encore la chance de pouvoir travailler au Puy-en-Velay avec les plus grands chefs qui existent encore aujourd'hui. Je travaille avec Régis et Jacques Marcon, je travaille avec Yannick Aleno à Paris, je travaille avec plusieurs grands chefs à Paris. Donc j'ai cet amour du métier. C'est pas un métier que j'ai, c'est une passion. Parce que je vois qu'une chose, c'est bien manger. On n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. C'est pas une obligation. Mais ça, il faut en prendre conscience. Manger de la viande de temps en temps et de la bonne viande. On est bien d'accord? Dites-le autour de vous. Arrêtez de manger de la viande tous les jours, ça ne sert à rien. Vous favorisez les industriels. C'est tout. Voilà. Tu es amené à faire beaucoup de pédagogie finalement dans ta boucherie. Comment ça se passe avec ta clientèle? Avec la clientèle, ça a été, quand je me suis installé au Puy-en-Velay, je m'attendais à trouver des gens passionnés parce qu'ils ont un terroir magnifique. Je me suis dit, c'est bon, j'arrive au bon endroit, les gens vont apprécier mon travail, vont apprécier ce que je fais, ce que je vais apporter de différent. Je fais maturer les viandes entre 4 mois, voire 1 an chez moi. J'ai jusqu'à 1 an, maximum 2 ans, je suis allé. Donc voilà, j'ai une autre façon de voir la viande. C'est pour moi quelque chose de très important. Ça m'est arrivé de refuser de vendre de la viande à un client parce qu'il ne voulait pas respecter ce que moi je lui expliquais pour la cuisson de la viande. Donc je suis vraiment quelqu'un de très... Extrémiste? Extrémiste, ouais. C'est un peu ça, ouais. Terroiriste? Quand je vends un beefsteak, je pose 25 questions pour le beefsteak. Parce que on me demande souvent de fois, je voudrais un beefsteak. Oui, mais vous voulez quoi comme beefsteak? Tendre. Oui, ça c'est logique. Je ne vais pas vous donner un beefsteak dur. Deuxième chose, vous voulez quoi? Fibre court, fibre long. On m'a jamais posé. Vous allez le faire cuire comment? À la poêle, au grill? Donc voilà. Donc tout ça, c'est une philosophie et une approche des. Enfin, moi, je vais chercher jusqu'au plus profond de moi-même pour donner le meilleur de moi-même et le meilleur de ce que fait l'éleveur. Moi, si l'éleveur est pas là, moi, je suis pas là. Le respect de la viande, c'est dans le champ jusque dans l'assiette. Je pense que je pars du principe que quand on laisse un morceau de viande dans l'assiette, on ne respecte pas l'animal, quel que soit l'endroit où on est. Voilà. Quand vous voyez dans un beau restaurant ou dans plusieurs restaurants ou brasseries, comme vous voyez qu'il y a onglet de bœuf ou araignée de bœuf, vous pouvez vous poser la question. Vous savez combien il y a de grammes de viande d'onglet dans une bête? Qui le sait? 500? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Combien de grammes d'onglet dans un animal? 100? 500? On va dire en moyenne entre 5 et 600 grammes. Ce qui veut dire que... Donc, quand vous voyez dans un restaurant qui a onglet de bœuf à la carte toute l'année, posez-vous la question. Ça vient d'où? Voilà, d'Argentine, d'Allemagne. Le bœuf qui a plusieurs onglets. Voilà. Ou alors, il y a des nouveaux bœufs qui viennent de sortir. De l'éprouvettes. Brice, là où le bas blesse, tu as bien vraiment appuyé sur les prix au rabais en grande surface. Là où le bas blesse également, c'est que les gens ne cuisinent plus aujourd'hui. C'est ce que tu constates dans ta boucherie? Voilà, le prix de la viande aujourd'hui, il reflète exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les gens ne cuisinent plus du tout. C'est-à-dire que les gens font plus de pot-au-feu, les gens font plus de bourguignon ou très peu. Et ce qui fait que si on vend plus de pot-au-feu et de bourguignon, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé d'augmenter le faux filet, l'entrecôte, la côte de bœuf, le filet de bœuf, pour arriver à compenser cette viande qu'on n'arrive plus à valoriser, qu'on est obligé de vendre pratiquement au même prix que les grandes surfaces, quoi. Parce que eux arrivent à la vendre, mais pas nous. Donc on est obligé de mettre ça à 4 € ou 5 €, mais par contre on est obligé de vendre le faux filet à 35 € ou 36 € pour arriver à compenser le prix de la viande. Voilà, c'est pour ça que le prix de la viande est cher. Si les gens commençaient à cuisiner un petit peu plus
et à faire des plats, on va dire, avec un pot-au-feu, vous pouvez faire 5 plats avec. Vous pouvez faire un bœuf bourguignon, vous pouvez faire un pot-au-feu, vous pouvez faire des lasagnes, vous pouvez faire des tomates farcies, vous pouvez faire une salade de bœuf cuit, vous pouvez faire plein de choses, mais ça, les gens ne prennent pas conscience de ça. Au lieu de l'acheter tout prêt, faites-le vous-même. Ça vous coûtera beaucoup moins cher et vous pourrez faire plein de plats cuisinés à côté. Émilie, je te vois abonder. Comment toi, tu nous as parlé de circuit court tout à l'heure, comment tu arrives à valoriser ta viande et à bien en parler auprès de tes clients? Alors moi j'ai de la chance, pardon, je reprends le temps de réfléchir parce que pendant longtemps je l'ai vendu à la ferme moi-même. Alors les bouchers n'aimaient pas trop quand les éleveurs se sont mis à vendre en direct à un moment donné, mais du coup nous ça a eu le mérite pour les éleveurs de nous rendre compte de ce qu'on faisait au final, de la qualité de notre produit et de comment les consommateurs, les mangeurs la prenaient. Moi j'ai eu de la chance parce que j'avais quand même des mangeurs qui étaient habitués à cuisiner. Parce que pendant 15 ans plutôt, j'ai vendu en caissette et en lot et au détail, et sans besoin de faire du haché ou du burger ou quoi que ce soit. Alors voilà, on avait des lots avec du bourguignon, du pot-au-feu, etc. Et puis tout partait, c'était pas trop une prise de tête. Là, depuis que je m'occupe de l'abattoir mobile, le bœuf éthique, où du coup on a créé une filière où en fait on achète les animaux, on les abat à la ferme avec l'abattoir mobile et on vend la viande sous la marque le bœuf éthique. Ouais, on s'arrache un peu la tête des fois. Enfin, je dis j'ai des collaborateurs qui bossent avec moi parce qu'effectivement, les restaurateurs, il y en a quelques-uns qui jouent le jeu avec nous, qui vont travailler sur des demi-carcasses carrément. Et il y en a quelques-uns, des nouvelles générations, qui ont compris qu'effectivement, dans le bœuf, on avait de tous les morceaux. Il y a des morceaux à cuisson lente, et des morceaux plutôt nobles, et puis etc. Et donc, voilà, il y a eux qui jouent le jeu. Il y en a quelques-uns qui commencent à réfléchir à le jouer autrement, mais sinon, tout le monde mangerait que de l'entrecôte et du filet, quoi. C'est trop fastoche. Et puis, on en fait quoi, du coup, des avants et des arrières, même des fois sur certains arrières. Donc, du coup, il faut se poser la question, il faut faire un vrai travail de discussion et de pédagogie, y compris donc avec les gestionnaires de cantines, etc. Parce qu'en fait, ça peut être intéressant de faire du bourguignon. Nous, ce qui nous revient, c'est que quand ils travaillent des viandes de qualité, finalement, ils ont beaucoup moins de pertes, parce que quand ils les cuisent, la quantité reste là. Enfin, ils ont des taux de perte, ils les mesurent. Les cuistots maintenant sont assez calés là-dessus, et ils disent, en fait, avec la viande de qualité, on perd moins à la cuisson. Donc, finalement. Même si elle peut être plus chère, on s'y retrouve. Et puis, peut-être que dans le portionnage, pareil, ils arrivent à retrouver et trouver des nouvelles recettes, des méthodes de cuisson basse température, etc. Mais il y a quand même un travail à faire parce qu'effectivement, la facilité, ça vient quand même de ces fameux fast-food, etc. Ça va être de faire du burger, du haché, etc. C'est très sympa de temps en temps, mais on a quand même des dents qui sont là pour mastiquer, quoi, à la base. Aujourd'hui, c'est malheureusement dans les 90% des restaurants, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez à la carte? C'est le burger. C'est le plat. On passe du steak haché justement? Ouais, j'en passe énormément, oui. Heureusement, oui. Parce que moi j'arrive on est en pleine période de fin gras, je fais des colis, comme toi tu fais, et j'arrive à faire des 10 steaks hachés à 10 € en fin gras du Mézin. Rééduquer également. Voilà, c'est pour arriver à vendre. Je suis obligé de mettre ce prix-là pour arriver à vendre justement tous ces avants. Parce que moi, je travaille que des bêtes entières, j'achète que des bêtes entières. Pendant la période du fin gras, je passe en moyenne entre 34 et 38 bêtes dans la saison, en à peu près 5 mois, on va dire. Donc, ce qui est beaucoup pour une petite boutique comme moi. Mais si je n'avais pas ce système de beefsteak haché, où je fais 10 steaks hachés à 10 €, je ne pourrais pas acheter autant de bêtes, quoi. C'est pas possible. Il y a la rééducation au goût qui est importante. Oui. Ça t'y tient aussi beaucoup. C'est réapprendre à faire cuire la viande surtout. Ouais, ça, j'y tiens et je me bats tous les jours contre ça. Parce que moi, je fais maturer la viande 4 semaines, on va dire. Je garde minimum 4 semaines la carcasse, j'y bouge pas. Après, quand ça arrive chez moi, on la détaille. Et quand je vends un morceau de viande, je dis voilà, vous faites cuire sans huile et sans beurre. Parce que le bœuf est constitué de 80% d'eau. Donc quand vous faites cuire votre viande, que vous venez de l'acheter, qu'elle a été abattue le lundi, que vous l'achetez en grande surface le vendredi, c'était 5 jours on va dire, vous faites cuire de l'eau. Voilà. Quand vous voyez que ça commence à bouillir dans la poêle, c'est que c'est mauvais signe. Donc moi j'ai plus ce cas-là, je vide la bête de son eau et à la fin, quand on le fait cuire, on n'a pas besoin de rajouter d'huile, on n'a pas besoin de rajouter du beurre, on fait juste du sel. C'est tout, on fait chauffer la poêle, on met le sel dans la poêle, ça crépite, on saisit, 30 secondes, c'est fini. Et on mange, et on aura appris à goûter. On aura appris le goût de la viande. Le goût au cœur de
des systèmes d'élevage vertueux. Yannick, important de le rappeler parce qu'on en revient à nos moutons, ou plutôt à nos prairies naturelles, parce que c'est un peu le thème de la soirée. L'INRAE a découvert quelque chose d'intéressant là. Vous m'en parliez quand on a préparé cette discussion. C'est-à-dire que les molécules aromatiques qui sont dans les petites plantes là qu'on trouve dans les prairies naturelles, on les trouve aussi dans le gras de la viande. Dans le gras de la viande. Et c'est le gras. Bon, enfin, pour rejoindre aussi ce que dit Brice, il y a aussi toute la notion du méchant petit gras qu'il faut surtout pas consommer. Alors qu'en fait, voilà, le gras, tout au long du parcours après l'abattage, il a une multitude d'occasions de se retrouver à la poubelle. Dans le fin gras, on met souvent en évidence le persillé. C'est loin d'être une spécificité du fin gras. C'est toutes les bêtes bien engraissées, petit à petit, doucement, développent du persillé. Par contre, le persillé, c'est le gras qu'on amène à l'intérieur de la viande et que le consommateur va bien être obligé de manger parce qu'il ne va pas réussir à l'enlever. Et en amenant ce gras à l'intérieur de la viande, on amène le goût, puisque c'est le gras qui véhicule le goût, et on amène la jutosité, la tendreté qui va arriver à l'intérieur du grain de viande. Alors à la rigueur, le gras de couverture, au minimum le laisser pendant la cuisson et puis le laisser de côté au dernier moment, mais voilà. Rappelle-nous bien le lien donc du coup avec ces prairies naturelles. Donc au début de la démarche AOC, donc dans les années 97 à 99, il a fallu prouver à l'INAO le lien au terroir, puisque dans une AOC, il faut prouver la notoriété existante, l'antériorité et le lien au terroir, donc c'est-à-dire ce qui va prouver que votre produit ne peut pas être délocalisé, ne peut pas être fabriqué ailleurs, et qu'il a des particularités qui lui sont propres par le territoire dans lequel il est produit. Je compare souvent ça avec le domaine du vin dans lequel je connais absolument rien, mais je suis toujours fasciné par les dégustateurs qui trouvent du vocabulaire pendant des heures et des heures pour décrire leur vin. Dans le milieu de la viande, on en est à la préhistoire de ce domaine-là, et c'est le vrai partout en France, des dégustateurs de viande, ça n'existe pas. Des gens qui savent décrire la viande, c'est vraiment quasi inexistant. Et puis il y a les phénomènes de cuisson qui arrivent derrière, donc c'est pas si facile non plus. Il y a des variétés liées aussi à la maturation, à tout un tas d'éléments. Et donc ce que je disais en préparation de cette soirée, c'est que ça a été quand même une vraie force pour l'AOC de pouvoir prouver scientifiquement qu'il y avait un vrai lien entre les spécificités du foin avec les arômes à travers les molécules qu'on appelle les terpènes, qui sont donc les molécules qui véhiculent les arômes et qui se retrouvaient pour certaines les mêmes que celles qui avaient été détectées dans le gras de la viande. Donc les terpènes dans la prairie sont les mêmes après dans le gras de la viande. Dans le gras de la viande. Incroyable. Ça a été plus simple finalement de le prouver scientifiquement que de le prouver par de la dégustation. Sinon on y sera encore. Brice, des dégustateurs de viande demain, au même titre que pourquoi pas, le vin. Oui, mais ça prend. Et réapprendre à manger. C'est ça le but de la vie, c'est réapprendre à manger, retrouver le goût des choses, de tout ce qu'on mange, des fruits, des légumes, de tout. Voilà, c'est ça le but de la vie, c'est arrêter de manger en grosse quantité, mais manger de qualité. Et tout le monde sera en pleine santé. Quels sont les secrets du succès? Là, on a pris pour exemple l'AOP fin gras du Mézin, aussi ton expérience autour de l'abattoir mobile. Toi, comment tu travailles, Brice, qui est finalement comment travailler auparavant tous les bouchers de France, mais maintenant tu fais partie, on va dire, des résistants. Je suis un peu archaïque. Là, qu'est-ce qu'on pourrait dire je suis un peu archaïque. on va dire résistant. Quel conseil, même si on n'est pas là pour donner des leçons, plutôt de l'ordre de l'inspirationnel, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les clés du succès? Ici, dans le territoire du Cantal, on a compris qu'on avait des atouts sérieux. On a encore des abattoirs de proximité, on a des prairies naturelles les plus grandes d'Europe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut que tout le monde se réunisse autour de la table, éleveurs, élus, et consommateurs aussi. Il faut que certains consommateurs viennent et discutent avec tout le monde et mettent les choses à plat, c'est tout. Il suffit que les éleveurs, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un terroir exceptionnel. Quand on voit ce qui se fait ici, c'est pas possible. On peut pas se dire, il peut pas y avoir quelque chose de grandiose ici aussi, quoi. Grandiose comme quoi? Comme le fin gras du Mézin. Moi, je suis un fervent défenseur du fin gras du Mézin depuis 8 ans. Pour moi, il n'y a pas...
Je ne vois pas autre chose. On peut faire l'équivalent ici, dans le Cantal, quoi. Oui, avec la salaire. Mais moi, je défends, j'aime toutes les races. Il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est l'éleveur. C'est tout. J'ai envie de donner la parole à quelqu'un dans la salle. J'espère qu'il va vouloir. Je suis allée visiter sa ferme il n'y a pas très longtemps. Je suis tombée des nues devant sa botte de foin. Oui, vraiment, c'est la première fois effectivement que j'ai l'impression de faire un cours de botanique devant une botte de foin. C'est Nicolas Dezandre. Nicolas, je t'ai repéré. Il manque plus qu'un micro. Oui, bonsoir. Nicolas. Nicolas, il y a eu une réunion importante il y a 3 jours, non ? Alors effectivement, une réunion importante, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais disons qu'on suit les conseils que vous venez de nous prodiguer, à savoir qu'on est un petit groupe d'une dizaine d'éleveurs et on commence à se poser la question, en s'appuyant un petit peu sur la démarche du Fingras du Mézin, à savoir si on ne pouvait pas monter une filière de viande d'excellence, sachant qu'effectivement, l'idée générale, c'est de partir de cette prairie naturelle, de cette prairie qui, à notre sens, va pouvoir nous guider et nous amener à faire cette viande d'excellence. Et pour rebondir aussi sur la problématique de l'abattoir, on a quand même la chance d'avoir justement l'abattoir de Neussargues, et qui est sur zone. Donc je pense que tout est là pour arriver à faire quelque chose. Il ne manque plus que la volonté des agriculteurs et, comme vous le disiez à juste titre, la volonté aussi du consommateur, parce que si on n'est pas accompagné d'un point de vue économique, de toute façon, la belle aventure, elle sera vite arrêtée. Voilà, merci. Les élus, ils sont là ? Ils sont motivés ? Non, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du répondant derrière. Ils sont motivés, les élus ? Oui, les élus sont motivés. Ils ont déjà donc un plan alimentaire territorial qui est en cours. On est venu visiter l'AOP enfin Mézin, le groupe d'études agricoles. Et notre idéal, ce serait effectivement de développer une filière de qualité et avec un contexte environnemental qu'on connaît et s'appuyer sur l'expertise de nos éleveurs et les aider dans cette conversion sur une filière de qualité, mais vraiment de qualité, qu'on puisse valoriser au maximum pour que la valeur ajoutée leur revienne, bien sûr. On est là. Et on va travailler. Sans oublier effectivement la dimension environnementale, parce que tout est lié. Mais Yann Grandjean est là et il est responsable du plan agricole. Lève-toi, Yann. Lève-toi. Lève-toi. C'est lui qui va le faire. Merci. Est-ce qu'il y aurait quelques questions dans la salle ? Oui, monsieur le maire. La carte du boucher. Seulement si vous mettez ni beurre ni huile dans votre poêle, monsieur le maire. Vous avez bien compris, hein ? Intransigeant, Brice. Il y avait une question au fond, non ? C'est pas une main levée. Michel. Je suis bavarde. En ce qui concerne l'abattoir mobile, c'est quelque chose qui va rester dans votre secteur ou c'est un projet qui va s'étendre au niveau de l'Hexagone ? Alors, nous, on vient de démarrer, ça fait à peine 6 mois. Donc, pour l'instant, on travaille que sur la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, donc de Charolles à peu près jusqu'à vers chez moi, Semur en Auxois. C'est pas facile déjà d'être organisé sur ces 2 départements. Quand je dis ça, je pense notamment à l'organisation des contrôles des services vétérinaires. C'est vraiment... Bref. Bon, ça s'organise, non, mais c'est vrai que c'est pas simple. Et l'autre problématique qui se pose à nous là depuis pas très longtemps, mais comme à tout le monde, c'est que depuis la déclaration de la guerre là en Ukraine, on a quand même des grosses craintes sur l'approvisionnement en gasoil et en carburant. Mais vraiment, c'est-à-dire que déjà, pas cette semaine, mais vendredi dernier, là, mon chef d'abattoir, vendredi matin, alors qu'on réserve, on a un planning de tournée, on a des livraisons programmées toutes les semaines. Alors on n'en brûle pas énormément, mais on en a besoin toutes les semaines.
genre 300 litres toutes les semaines, et ben on a failli ne pas en avoir du tout. Et donc là, c'est quand même une grosse problématique qui va arriver. Après, donc ça, c'est problématique, c'est lié au contexte, etc. Tout ça pour dire que du coup, on va rester quand même sur ces 2 départements tout de suite. Après, il y a plein de projets sur toute la France qui sont en réflexion. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des réflexions qui ont lieu là où il n'y avait plus du tout d'abattoirs, là où il y a des abattoirs qui existent et qui ont des projets de, comment on dit, rafraîchissement, ou enfin bref, de remise aux normes, etc. En tout cas, il y a une vingtaine de projets en réflexion et je pense que c'est très bien et que ces vingtaines de projets ne sont pas en trop. Aujourd'hui, quelqu'un m'a fait suivre un article dans la Gazette des communes, ou je crois un truc comme ça, notamment qui traitait de la problématique des abattoirs de proximité, où du coup, ben voilà, c'était un magazine qui est plutôt à destination des élus, où du coup, il y avait enfin un truc que je martèle depuis 5 ans, c'est qu'en fait, abattoirs de proximité, abattoirs mobiles, abattoirs alternatifs, peu importe, ils sont indispensables. Il faut absolument qu'on les multiplie sur le territoire. Et peu importe le discours des industriels, qu'ils n'arrivent pas à remplir les abattoirs, on s'en fout. Enfin, c'est pas notre problème. Voilà. Bigard, il a quand même racheté un abattoir en faillite il y a 40 ans. Il est 142e fortune de France en 40 ans, en ayant foutu je sais pas combien de paysans, pas au chômage, mais bon, sur le carreau quand même. Donc à un moment donné, c'est bon, quoi. On arrête de les écouter. Donc ne les écoutez pas, ne les invitez pas en réunion. Ces experts de la filière viande, si vous voulez, et ça c'est un conseil aux éleveurs qui veulent se former, là, le groupe, là, je sais plus, éleveurs autrement, voilà, qui veulent faire la filière là, ici. Le futur AOP. Moi, quand j'ai porté, oui, voilà, et ben gardez bien ça en tête que c'est par vous que la solution va venir. Enfin, c'est par nous. Moi, mon père avait toujours une histoire dans un film qui s'appelait Mon nom est personne. Et c'est une petite histoire où il y a un oisillon qui essaye de prendre à voler et qui tombe de son nid et qui tombe, paf, dans une bouse de vache. Alors, il piaille parce qu'il est tout dégoûtant. Enfin, au début, il se dit, c'est bien, c'est chaud. Puis après, il piaille parce qu'il est tout dégoûtant. Et là, il y a un coyote qui passe. Il le sort de sa bouse de vache. Et donc, il est super content, l'oisillon. Le coyote le nettoie. Il est très très content, l'oisillon. Et puis le coyote ouvre la bouche et crac, le croque. Et la moralité de l'histoire, c'est que en fait, voilà, celui qui te sort de la merde ne le fait pas forcément pour ton bien. Donc moralité, c'est que quand tu es dans la merde aussi, ferme ta gueule. J'adore cette fable. Et donc, gardez bien en tête que voilà, ceux qui viennent vous sortir de la merde ne le font pas forcément pour notre bien. Donc, les solutions ne peuvent venir que de nous. Mangeurs, agriculteurs, élus, enfin acteurs du territoire, quoi. Ça sera le mot de la fin et un très bon mot de la fin. Merci à vous trois, merci Yannick, merci Brice, merci Émilie d'être venus jusqu'ici. C'est vrai qu'on l'a compris, la structuration d'une filière passe par la pugnacité, l'huile de coude, les acteurs du territoire, les élus, les éleveurs et les restaurateurs. Tiens, parlons-en. Il y a un ami qui n'a pas pu venir ce soir, qui s'en excuse, mais qui a tenu malgré tout à nous laisser un message. Cet ami est un chef altiligérien, triplement étoilé, et il croit fort en ce futur AOP. On l'écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors j'aurais bien aimé être là aujourd'hui avec vous. Malheureusement, je suis retenu ailleurs, mais ça m'a fait vraiment plaisir de venir dans le Cantal, ce département que j'adore, avec ses paysages, ce volcan magnifique. J'aurais voulu simplement vous parler un peu de l'expérience que nous avons eue ici en Haute-Loire avec le fin gras du Mézin. Dans les années 90, plusieurs agriculteurs se sont associés pour créer ce label fin gras du Mézin. Pour promouvoir un territoire, pour promouvoir une façon d'élever, une manière respectueuse dans l'environnement de promouvoir notre agriculture et notre élevage. Et c'est vraiment une très belle aventure qui porte ses fruits parce que des dizaines et des dizaines de jeunes ont suivi derrière dans les élevages sur le plateau du Mézin. Et maintenant, c'est une vraie réussite parce qu'on valorise un patrimoine que sont les prairies naturelles avec le foin de Sistre. Et par les temps qui courent, c'est vraiment des valeurs qui nous tiennent à cœur. Alors pourquoi je voulais vous parler du fin gras du Mézin ? Tout simplement parce que les prairies naturelles, le fait de respecter l'environnement, ce sont des valeurs modernes que les consommateurs vont chercher de plus en plus dans la qualité de la viande, dans la qualité de l'élevage. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire dans le Cantal. Donc je ne peux que m'associer en tout cas à cette démarche et
et vous encourager à aller plus loin justement, à être rigoureux, à être, on va dire, moderne dans cette façon de voir l'élevage. Vous avez des très belles prairies, vous avez des paysages magnifiques. À vous de valoriser dans cet élevage, que ce soit de la salaire, de l'aubrac, les races que vous allez choisir. Valorisez ça pour qu'on puisse retrouver votre viande d'exception sur tous les restaurants de France, dans toutes les boucheries de France. Et c'est vrai qu'en partant par le haut, en allant sur le qualitatif, vous verrez que tout le monde y sera gagnant. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup maintenant du pétrole, de la crise économique un peu, notamment dans votre domaine de l'agriculture où c'est très complexe à gérer. Et je crois que produire soi-même son aliment pour les animaux grâce à ces prairies, c'est aussi une façon moderne de voir l'agriculture et de ne plus dépendre des exportations mondiales ou des cours mondiaux. Voilà. Soyons fiers de notre patrimoine, valorisons-le et faisons cette viande d'exception. Et à Alphin-Gras du Mézin, il y aura bientôt ces viandes d'exception dans le Cantal et je serai là pour vous soutenir. À très bientôt. Merci Jacques Marcon. C'est ça le sens de l'histoire, c'est ça la modernité. J'espère que cette soirée, à mon sens réussie, va donner une belle impulsion pour que rayonne le Cantal, pour que perdurent effectivement ces pratiques, ces savoir-faire humains, pour que soient préservés nos écosystèmes et notamment les écosystèmes aquatiques et la diversité floristique dans nos prairies. Et surtout pour préserver tout ce patrimoine paysan merveilleux. Merci encore à tous. Encore une fois, je voudrais vous remercier d'être présent ce soir. Merci Fanny d'avoir animé avec talent cette table ronde et ces tables rondes. Et puis j'ai une proposition à vous faire, Fanny, c'est que si on monte cette filière, je voudrais bien que vous en soyez la marraine. Et ça serait une bonne chose, non? Chiche. Ah ben voilà. Merci à tous. Il y a un pot offert là-bas. Merci encore.